J'ai fait face à cette course avec un peu plus de sagesse et de raisonnement où je me suis dit, voilà, tu es en train de vivre ton rêve, profite à fond, donne-toi les moyens à fond de ne pas avoir de regrets. Mais voilà, plus dans l'aspect profiter que nécessaire. J'ai vu sur la course certains qui avaient vraiment besoin de ce finish et qui avaient vraiment besoin de finir pour ne pas y retourner. C'est fini, c'est fait, c'est une page de ma vie qui se tourne. Moi, c'était vraiment pas le cas. Moi, j'ai pas envie de rendre le défi facile. Ce ne l'est pas du tout facile. Hein, c'est un sacré défi, mais j'ai vécu mon rêve éveillé pendant plusieurs boucles. J'ai vécu ce dont je rêvais depuis 6 ans. Donc, je me suis beaucoup amusé malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les efforts. Et à la fin, oui, j'ai lutté, mais je voyais le finish arriver. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir y retourner plus tard. Donc, j'en avais besoin, mais pas tant que ça. C'est juste, voilà, j'ai vécu mon rêve et oui, j'étais obsédé longtemps pour cette course pendant, plusieurs années. Et ça, clairement, je pense aussi que c'est nécessaire, ouais. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pas de doute possible, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un épisode événement de Course Épique. Je me suis senti particulièrement privilégié qu'Aurélien Sanchez réponde instantanément et favorablement à ma demande d'interview soumise quelques heures seulement après la fin de sa Barclay. Je l'ai été plus encore quand j'ai appris qu'il était un auditeur régulier de Course Épique. Cette idée de le recevoir, il faut bien le dire, a aussi été nourrie par la multitude de messages que j'ai reçus de votre part et qui faisaient d'Aurélien mon prochain invité tout trouvé, ou en tout cas rêver. Sans faire aucunement injure à Aurélien, son parcours et son palmarès sportif étaient jusqu'ici plutôt passés sous les radars, alors même qu'il avait réalisé des performances remarquables sur différents défis sportifs d'envergure. Il a aujourd'hui marqué l'histoire en devenant le 16e finisher et premier finisher français de la si fascinante Barclay. Une course qu'il va partager avec nous aujourd'hui avec une immense générosité et vous l'entendrez, des émotions encore très vives. Aurélien nous a fait vibrer à distance pendant sa Barclay. J'espère que le récit de sa course épique vous transportera et vous touchera tout autant. J'ai passé un moment incroyablement puissant avec Aurélien que je remercie à nouveau ici pour sa disponibilité et sa gentillesse. Mais je ne vous en dis pas plus. Aurélien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, l'As des As. Salut Aurélien, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume, merci pour ton accueil. C'est un honneur de participer à ton podcast. Écoute, merci beaucoup. Je suis extrêmement ravi. J'ai eu l'occasion de te le dire déjà, mais c'est vraiment un grand plaisir. On enregistre cet épisode le 24 mars et il y a tout juste 150 ans. Figure-toi que la première liaison téléphonique entre New York et Chicago était établie. Puisqu'on parle de téléphone, j'imagine que tu as dû faire sauter le réseau téléphonique du côté de Frozenhead la semaine dernière avec tous les appels et les sollicitations que tu as dû recevoir suite à ton exploit. Ouais, c'était dingue. Bon, après, sur le camp à Frozenhead, il n'y a pas trop de réseau. Enfin, il y a un peu de réseau, donc je commençais à avoir un peu les notifications. Je me suis empressé de trouver du réseau pour contacter mes proches, pour contacter Lucille, etc., pour l'avoir au téléphone. C'était pas si simple déjà, mais après, quand je suis arrivé à l'hôtel, là, oui, là, j'avais la connexion Wi-Fi. J'ai vu toutes les réactions de tous mes proches et même de ceux que je connais pas et qui ont suivi la course. Et ouais, c'était incroyable, ouais. Écoute, merci. En tout cas, je peux dire que l'épisode est hyper attendu par les auditeurs du podcast qui m'ont envoyé par dizaines. Ça y est, tu tiens ton prochain invité, fais absolument venir Aurélien, etc. Donc, je suis content du plaisir que tu m'accordes, que tu leur accordes. Partage avec nous aujourd'hui ta Barclay. C'est un peu Noël, moi, je trouve. Tu vois, Noël en plein mois de mars et au début du printemps, ça fait super plaisir. Donc, pour toutes ces raisons-là, merci. Aurélien, on va commencer l'épisode. Et le but du jeu, c'est tu te présentes d'abord avec cette petite limite et restriction qui est de ne pas parler de sport. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi et ce que tu veux nous dire de toi sans qu'on parle tout de suite, on élabore sur la partie sportive de ton parcours? Très bien, très bien. Moi, c'est Aurélien Sanchez, du coup. J'ai 32 ans. Je vis à Toulouse. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA à Toulouse, de 2009 à 2014. Donc, j'ai été diplômé d'un diplôme d'ingénieur en électronique. Donc, c'est ce que je fais dans ma boîte qui s'appelle NXP, où on fait du semi-conducteur pour l'automobile. Ils t'ont beaucoup vu ta boîte là ces derniers jours ou pas?
Ils m'ont vu, ouais. Par contre, bon, j'ai pas pu être à 100% efficace cette semaine parce que je parle beaucoup de ce projet-là et j'ai pas mal de médias avec qui je partage aussi. Donc, ils m'ont vu. Je suis revenu au travail lundi, là. Donc voilà, on a pu déjà partager pas mal. Ils ont suivi aussi la semaine dernière. C'était fou de voir un peu l'émotion dans leurs yeux aussi, de voir Banderole et qu'ils ont vécu fumigène à ça l'arrivée, à la à machine à 100%. café. Ouais, Et exactement. larmes Ouais, pas les aussi, un peu fumigènes, mais d'émotion. c'était presque ça, ouais. Ouais, j'ai vu des collègues pleurer. Moi aussi, j'avais les yeux mouillés, les yeux humides, donc ouais, c'était émouvant, ouais. Pardon, donc je t'ai interrompu, ouais, tu nous parlais de ton Non, job. non, ben y a pas de souci. Justement, on est là pour ça, et donc voilà, c'est dans cette boîte, j'y suis là depuis presque 10 ans maintenant. J'ai fait une petite parenthèse aux États-Unis de 4 ans, entre 2016 et 2019, où je faisais le même métier, ingénieur en électronique aussi. Je parle pas de sport du coup, mais c'est là où j'ai démarré un certain sport. Et, euh, et du coup voilà, j'ai redéménagé à Toulouse juste avant le Covid 2019 et je suis là depuis et voilà. Aurélien, je te propose de faire un petit saut dans le temps, va prendre la machine à remonter le temps et notamment ton enfance. Est-ce que le sport était très présent? De ce que j'ai compris, tu as pratiqué pas mal le foot. Voilà, est-ce que c'était ton Ouais. sport exclusif? Est-ce que tu avais déjà un premier intérêt qui s'est manifesté pour la course à pied? Voilà, est-ce que tu considères que tu étais un enfant et un ado sportif et très branché par le sujet? Ouais, j'étais un peu hyperactif quand j'étais jeune. Je voulais vraiment, voilà, tout le temps bouger, tout le temps faire des activités. J'arrivais pas à rester sur place, donc oui, j'ai fait 16 ans de foot. C'était là où j'arrivais à m'épanouir le plus et je rêvais d'être footballeur professionnel quand j'étais petit. Je voulais, voilà, j'avais comme idole Zinedine Zidane et tous ces grands footballeurs et j'avais des étoiles plein les yeux quand je les voyais jouer. Donc ça, c'était mon rêve absolu. Et quand je me suis vite rendu compte que j'avais pas le niveau, que j'étais loin d'avoir le niveau, ben voilà, j'ai switché, je me suis concentré sur mes études et voilà, juste après sur le plaisir d'être avec mes proches, etc. Donc une vie un peu plus normale forcément que ce que j'avais dans mes rêves. Mais oui, je faisais beaucoup de foot, je faisais aussi de tous les sports, du tennis, du rugby, etc. Mais je m'amusais avec les copains, quoi. Mais la course à pied, pas vraiment. La course à pied, c'était indirectement les entraînements de foot et les matchs, quoi. Mais c'était un choix. Voilà, c'était pas un choix, c'était un moyen et pas délibéré, en tout cas la course à pied. Exactement, c'est ça. Tu nous as parlé de Zizou. Est-ce que tu peux nous parler de d'autres peut-être types d'exploits ou d'aventures ou de sportifs qui t'inspiraient? Je pense notamment à Mike Horn pour lequel j'ai l'impression que tu as un intérêt particulier. Est-ce que c'était déjà dès ton adolescence que lui et peut-être d'autres te fascinaient? Et puis si oui, qu'est-ce qui te séduisait dans eux, leur démarche, leur personnalité et puis les défis qu'ils relevaient? Pas vraiment, pour être honnête, c'est venu sur le tard. J'étais vraiment à 100% foot à l'époque et j'étais un peu fermé sur ça et je me suis ouvert justement quand je suis allé à l'étranger, quand je suis allé aux États-unis. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, à découvrir qu'il y avait plein d'aventuriers qui existaient, dont celui que tu viens de citer, Mike Horn. En fait, je me suis pas mal documenté sur lui lorsque j'avais fait ma traversée des Pyrénées il y a 3 ans, où je l'ai utilisé vraiment comme inspiration lors de cette traversée parce que j'ai lu son livre Latitude Zéro lorsqu'il a fait le tour du monde ou sa descente de l'Amazon aussi, de l'Amazonie, où c'était incroyable en fait. Je me suis rendu compte que rien ne pouvait l'arrêter et que même s'il se cassait le genou comme c'était le cas lors de sa descente de l'Amazonie, ben, il continuait quand même. Et tout ce qu'il a vécu lors de sa traversée aussi de Latitude Zéro, c'est incroyable, une résilience qui m'ont beaucoup inspiré. Et moi, je me suis dit, lors de ma traversée à moi, je me suis dit, si t'as des ampoules, si t'as mal à la cheville ou si t'as mal aux cuisses, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, ben, c'est pas des raisons pour abandonner, quoi. Enfin, tu continues coûte que coûte et tu rentres pas à la maison, quoi. Donc, ça m'a beaucoup inspiré, le fait voilà, de voir cette résilience que certains puissent avoir et Mike Horn, d'autant plus, quoi. Avec en plus, je trouve, moi, ce que j'avais retenu, je crois que c'est l'attitude zéro, mais ce qu'il exprimait, c'était la difficulté, elle venait aussi de l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les conditions extérieures, mais je crois que notamment sur son passage Ouais, en c'est vrai. Afrique, c'est probablement là où il s'est senti le plus en danger, plutôt par l'homme, en fait, et la menace, que les éléments, finalement. C'était intéressant aussi, je trouvais, de comprendre ça. C'était sa plus grande menace, il disait, ouais, c'est vrai, c'était surprenant parce que d'un point de vue extérieur, on croirait l'inverse, on croirait juste que c'est les éléments, la nature, les animaux, la météo, et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'était surprenant de découvrir ça, oui. Tu nous l'as dit, tu es parti à Phoenix en Arizona donc entre 2016 et 2019. On peut dire que c'est là qu'est né ton intérêt pour l'ultra trail. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de révélation et puis comment elle s'est exprimée? Est-ce que c'est vraiment un jour une expérience sur laquelle tu t'es lancé qui d'un seul coup a éveillé complètement ta curiosité et puis ton envie de poursuivre? Tout à fait, tout à fait. En fait, je faisais beaucoup de randonnées dans le Grand Canyon tous les week-ends. Je passais mon temps à faire ça. Je voulais découvrir, je voulais profiter de cet état qui était l'Arizona. Ben, avant d'éventuellement de rentrer en France, je savais que ça restait éphémère entre guillemets, donc je bougeais et je marchais beaucoup.
Et un jour, en fait, sur une randonnée qui s'appelle Nanko Whip, ceux qui sont au Grand Canyon et qui sont locaux connaîtront, c'est une randonnée assez particulière, assez loin des sentiers battus, où il y a peu d'eau, qui est assez longue, assez technique. Et j'avais proposé à des gens en ligne, en fait, sur un groupe Facebook, à des gens de m'accompagner sur la journée. Et là, je m'étais fait insulter. Il y avait plein de personnes qui me disaient, mais c'est inconscient de proposer à des gens de faire ça si légèrement. C'est un truc qui se fait sur 3-4 jours avec le gros sac à dos, avec beaucoup d'eau. Il faut mettre des ravitaillements sur le parcours, etc. J'étais très, très, très intimidé. Et je me suis dit, waouh, j'aurais peut-être pas dû proposer ou j'aurais même pas dû envisager du tout cette randonnée, en fait. Et il s'est trouvé que tant bien que mal, j'ai essayé de la faire quand même. Je me suis dit, tant pis, tu t'essayes, tu prends tes précautions mais j'avais envie de la faire parce qu'elle était magnifique et je l'ai faite. J'ai réussi à faire l'aller-retour en 13 heures, ce que d'autres justement font en 3-4 jours parce que bon, ils ont le gros sac à dos, etc. Et moi, j'étais parti en léger, ce que je fais depuis 6 ans d'ailleurs. Et là, je me suis dit, c'est dommage en fait. J'allais me limiter, j'allais presque ne pas la faire. Et j'avais le jugement des gens justement qui me disaient, ne la fais pas. Enfin, c'est inconscient et ce que tu fais, c'est pas raisonnable. Et du coup, ce jour-là, ça m'a fait vraiment un déclic. Je me rappelle, c'était en mars 2017. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant que tu te donnes vraiment un objectif, que tu le prépares bien, que tu t'entraînes pour, parce que là, je faisais que de la randonnée les week-ends, mais c'est tout. Et du coup, voilà, c'était vraiment mon déclic. Et là, je me suis dit, voilà, je veux vraiment me donner un objectif d'ultra trail, me préparer pour et découvrir un peu mes limites et en apprendre plus sur moi-même. Donc, c'était quoi les moteurs? C'est ça dans les défis que tu as voulu chercher après? C'était vraiment voyager, découvrir, physiquement te pousser dans tes retranchements et psychologiquement, ça allait aussi chercher ces zones qui étaient un peu inconnues comme tu démarrais sur ce type d'effort. C'était aussi tester un peu tes limites d'une certaine façon? Exactement. Les deux moteurs principaux, c'était ça, c'était découvrir de nouveaux paysages à un minimum de temps possible, hein, parce que je concentrais tout ça sur mes week-ends, ça m'évitait de poser des congés et je pouvais profiter de mes congés pour rentrer en France. Donc, comme le John Muir Trail, par exemple, pareil, ça a été un peu décrié. On m'a dit à quoi bon faire ce trail sur 3 jours alors qu'il faudrait 3 semaines. Mais si j'aurais jamais pris 3 semaines dans ma vie pour le faire, par exemple. Donc là, je me sens privilégié de l'avoir fait sur 3 jours, par exemple. Même si, bon, je courais de nuit, on voit pas tout, c'est particulier, mais voilà, la découverte des paysages, voir un maximum de paysages possibles à un minimum de temps. Ça, c'était mon premier moteur. Et voilà, le second moteur, comme tu l'as dit, c'est en apprendre plus sur moi-même, découvrir mes limites. J'en ai découvert beaucoup depuis et je continue à en découvrir et m'améliorer. Voilà, voir mes défauts et où est-ce que je peux justement me concentrer et passer un peu plus d'efforts pour devenir un peu meilleur, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que peut-être inconsciemment, le fait qu'on te dissuade ou qu'on te dise que c'est pas raisonnable, est-ce que ça peut toi appuyer et soutenir ton envie de le faire, même si c'est pas en réaction nécessairement de façon consciente, mais finalement te dire ok, on m'explique que c'est pas faisable, moi je peux peut-être faire la démonstration ou en tout cas je m'autorise le droit de l'essayer? C'est un mix des deux, en vrai. À chaque projet que je me lance, c'est vrai que ça m'arrive. Il y a peu de personnes, il y a beaucoup plus de personnes qui croient pas à mon projet que de personnes qui y croient. Et moi, je fais partie de ceux qui essaient d'y croire. Donc c'est intimidant à la fois. Ça m'arrivait encore avec la Barclay cette année. J'ai vu certains commentaires sur les réseaux et ensuite les gens qui discutaient au camp, qui ne me plaçaient pas du tout dans les favoris et dans les potentiels finishers. Et du coup, je me dis, je suis pas trop à ma place et c'est très intimidant en fait. Et ça me fait poser la question, est-ce que mes objectifs sont pas trop ambitieux? Donc ça m'intimide. Et d'un autre côté, je me dis, c'est intéressant en fait. Justement, ça fait qu'il y a une grosse part d'incertitude pour les gens et pour moi, où j'aimerais me prouver en fait jusqu'à quel point je peux aller. Et du coup, c'est vrai que ça rajoute un peu une motivation supplémentaire pour me dire, voilà, c'est vraiment pas gagné du tout, donc autant essayer avec 3 fois plus d'efforts et voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut dire que tu as un profil assez joueur, dans le sens un peu à faire banco, quoi, à faire tapis, à dire ok, ça passe ou ça casse, j'y vais, mais si j'y vais en tout cas, je serais pas forcément de manière générale, hein, pas forcément sur une logique de gestion ou de retenue. Si ça pète, mais en tout cas, je le joue pleinement, quoi. Exactement. C'est ce qu'aime Laz aussi, le directeur de la course de la Barclay. Il aime qu'il y ait que ce 1% de finish et qu'il y ait 99% d'échecs. Ça rend la victoire d'autant plus belle, en fait, lorsqu'on a plein d'échecs. Et moi, depuis 6 ans, c'est ce que je fais. J'ai eu des années qui ont été très, très compliquées, des années pourries, où j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai rien fini, en fait. Le GR20 en Corse, le GR5 dans les Alpes, le Grand Raid Qatar à Carcassonne. Enfin, j'adore me lancer plein de défis, me mettre à la limite, tout donner pour faire quelque chose que je juge à mon niveau au-delà de mes limites en fait.
et que ça passe pas la plupart du temps. Mais quand ça passe, c'est juste des émotions incroyables. La fois où j'ai réussi mon John Muir Trail après 3 tentatives, c'était des émotions de dingue. Et tous les projets depuis que j'ai réussi à finir, parmi les autres que j'ai pas fini, c'était incroyable à chaque fois. Donc oui, clairement, je me mets à la limite. Ouais. Et comment tu sortais justement j'allais pas dire de ces échecs, mais en tout cas de ces fois où ça n'a pas fonctionné comme t'imaginais? Est-ce qu'il y a un moment d'abattement ou est-ce que tu construis ton expérience et tu penses au coup d'après ou comment réussir mieux une nouvelle tentative? Comment est-ce que tu gérais psychologiquement aussi Ouais, c'est dur. ces non-succès? C'est dur, c'est pas facile. Les échecs, surtout quand ils se cumulent, quand ils sont les uns après les autres et qu'on voit pas trop la finalité et qu'on se lance encore dans un projet où il y a de l'incertitude, on commence à douter et c'est dur. On doute de soi-même. Il y a les autres aussi qui doutent de moi, même s'ils savent tout l'investissement et toute la passion que j'ai pour ça. Forcément, c'est une spirale un peu négative. Donc il faut faire abstraction du mieux que possible, se recentrer sur soi, se recentrer sur le prochain objectif, se baser sur ses acquis, sur ses expériences passées, sur comment j'ai échoué et comment j'ai appris, aller de l'avant et faire abstraction du mieux. Après, oui, clairement, c'est pas facile, mais voilà, faut aller de l'avant du mieux que possible. Ouais. Tu l'as évoqué, donc ce record sur le John Muir Trail, pour expliquer à nos auditeurs, c'est un sentier de randonnée le long de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada. Donc cette petite plaisanterie, c'est 359 km et 14 000 mètres de D+, que tu as parcouru en 3 jours, 3 heures et 55 minutes sans assistance. Voilà. Il y a eu aussi les 930 km du GR10, Chartreuse Terre Minorum, qui est la cousine française de la Barclay, le challenge du Mont Calme, Pika Pika. J'imagine qu'elles ont chacune apporté une pierre à ton édifice personnel, mais celle que tu retiens, la première que tu raconterais à tes petits-enfants dans 30 ans, ce serait quoi? La plus singulière, la plus marquante aujourd'hui? Ça serait vraiment le John Muir Trail. C'était celle qui était le moins médiatisée, qui a eu le moins de vues parce que j'ai fait ça à mon échelle, avec mes proches. J'ai partagé ça très modestement et ça me convenait. Mais c'est celle qui, pour moi, en tout cas, m'a marqué le plus. Parce qu'en fait, c'était mon premier projet. J'avais pas fait d'ultra trail à ce moment-là. Je faisais que des randonnées, en fait, des longues randonnées. Et après, j'ai fait des randonnées de plus en plus longues. Mais là, c'est comme si on se lançait un projet marathon, entre guillemets, sauf que là, mon premier projet, c'était un 360 km dans la Sierra, en Californie. C'est un trail qui est au-delà de 3000 mètres d'altitude en moyenne et en autosuffisance avec mon propre ravitaillement du début jusqu'à la fin. Donc logistiquement, c'était un sacré défi, physiquement aussi, à tous les niveaux. Je m'orientais aussi sur le sentier. Et j'ai eu 2 explosions magnifiques. La première en 2017 où j'ai échoué lamentablement à cause de manque d'expérience. Et celle en 2018, une semaine avant que je fasse ma 3e tentative, où j'ai réussi ensuite. Où là, la semaine avant, j'ai eu un trop plein de confiance. Je voyais le record arriver et en fait, je me suis fait avoir par des hallucinations sur la 3e nuit et un manque de lucidité. Donc en fait, tout ce projet-là, ce cheminement et le fait de se jeter d'entrée dans la cage au lion, entre guillemets, c'était quelque chose. J'ai eu un gros apprentissage, des gros moments de doute, des gros moments un peu seul aux États-Unis. Je faisais face à ça avec les proches à distance, c'était très compliqué. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et j'aimerais raconter ça à mes enfants et leur dire lancez-vous quoi et regardez ça. Et j'ai fait ça et ça, c'était magnifique. Aurélien, je vais te demander de prendre un petit miroir que tu n'as pas à côté de toi ou à portée de main pour une petite pause autodiagnostic. Si on revient un peu sur ton parcours sportif et voilà sur l'auto-appréciation que tu pourrais avoir de toi, de tes capacités, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de tes forces et de tes atouts innés et puis que tu as travaillé et puis d'un point de vue à la fois psychologique et physique et puis les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a encore des leviers d'optimisation. Voilà, c'est quoi en gros sur ces deux dimensions, les optimisations possibles et puis les choses que aujourd'hui tu penses que tu fais un peu mieux que la moyenne, pour ne pas dire beaucoup Ouais, mieux. la persévérance, je dirais. J'ai été très persévérant sur tous mes projets. Quand je me donne un objectif qui est au-delà de mes limites, donc déjà j'aime bien me donner des gros objectifs. C'est pas forcément tout le monde aime bien sortir de sa zone de confort, donc ça c'est quelque chose qui me différencie, je pense, et qui fait que je sors de ma zone de confort et j'en apprends plus sur moi-même. Je me remets beaucoup en question. Tous les jours, je me remets en question la façon dont je communique, etc. Je veux pas blesser les gens. J'ai beaucoup d'empathie envers les gens. Je me remets beaucoup en question en fait au quotidien sur moi, sur comment je suis pour me permettre d'avancer justement. Donc ça et la persévérance. Voilà, une fois que je me donne un objectif, j'essaie vraiment de me donner tous les moyens d'y arriver et quand j'y arrive pas, voilà, d'analyser, de réfléchir vraiment sur ce qui a pas fonctionné. Donc je pense que c'est plutôt là où je pourrais me différencier, plutôt qu'intrinsèquement me dire que je suis endurant ou rapide.
Non, ça vient plutôt avec les entraînements, je dirais, et voilà, en fonction de l'objectif qu'on se donne et des moyens qu'on s'y donne, quoi. Ça serait mes atouts, je dirais. Tu nous l'as dit, tu es par ailleurs ingénieur en électronique. Est-ce que ça coexiste facilement avec ta pratique sportive? Est-ce que peut impliquer comme charge une préparation comme peut l'être celle de la Barclay? Est-ce qu'il y a beaucoup de compromis? Est-ce que ça doit être aussi millimétré et réglé que peut requérir ton travail très scientifique et qui, j'imagine, suppose être particulièrement carré? Est-ce que tout ça, chaque minute est un peu timée dans tes semaines et tu dois jongler avec précaution sur les deux fronts, vous en parlez de la famille, etc., et ta vie plus personnelle? Oui, tout à fait. C'est à peu près la même démarche. Pour la Barclay, on doit analyser toutes les variables qui sont là, c'est-à-dire l'entraînement physique, où on doit s'entraîner, on doit faire du gros volume. Mais tout ce qui tourne autour de ça, souvent on résume au nombre d'heures qu'on s'entraîne, mais il y a aussi le nombre d'heures où on lit les rapports de course des anciens participants, où on analyse pourquoi certains ont fini, pourquoi certains n'ont pas fini. Et ensuite, où on fait de la carte aussi, on essaie de s'approprier le parc, le relief, les rivières, les sentiers, vraiment connaître le parc par cœur. Donc ça, c'est aussi des heures de cartographie en ligne. Et ensuite, sur place, là où on peut repérer, c'est-à-dire que le sentier, parce que le hors-sentier est interdit. Mais voilà, toute cette démarche, en fait, où on doit s'approprier la course, ça prend du temps. Et ça, c'est très, très méthodique, comme tu l'as dit, où on doit vraiment analyser tout ça un par un. Et oui, ça se rapproche peut-être un peu de mon métier. Et comme tu dis aussi, il faut savoir jongler. Mon métier, c'est un métier à temps plein que j'ai. Donc, je fais souvent ça le matin ou le midi et le soir et les week-ends pendant 2-3 mois. Ma chérie Lucie en est témoin. Ça prend du temps, c'est quelques sacrifices, c'est des week-ends où des fois on les partage pas mais bon, ça reste momentané. J'essaie d'avoir un équilibre malgré tout et d'essayer de faire les choses bien. Une question d'équilibre, c'est ça la Voilà, clé. c'est ça. Merci beaucoup Aurélien pour ces premiers échanges et cette présentation de ton parcours. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser. La première d'entre elles, ce que serait un jour parfait pour toi? Quelles sont les composantes indispensables pour que tu te dises « Ok, aujourd'hui c'était bien, ça valait le coup ». Un jour parfait, ça serait un week-end une journée à la montagne, un endroit atypique, hein, je dirais une découverte, quelque chose que je connais pas, avec des lacs, des sommets, et quelque chose que je partage avec ma chérie, avec Lucille, bien accompagné. Voilà, il fait beau, on fait l'ascension d'un sommet avec le soleil qui se couche derrière nous, avec un joli paysage, un sentiment de voilà, on se sent privilégié d'être à ce sommet-là, et pourquoi pas on dort au sommet, on met le matelas, on se couche avec voilà le soleil qui se couche en face de nous, et on se parle, on se raconte simplement notre journée et la vie, quoi. Et voilà, ce genre de journée, ça serait très apaisant, je trouve. Et en rentrant un petit épisode de course épique sur le chemin. Exactement, pourquoi pas, ouais. Avec plaisir, ouais. Un moment qui aurait changé ta vie pour toujours. Est-ce que c'est ce Ouais, que tu ça as vécu là? ouais, c'est intéressant. J'aime bien l'effet papillon. J'aime bien le film Mister Nobody. Je sais pas si tu connais, mais c'est un film sur l'effet papillon. En fait, c'est sur les choix de vie, où en fait, en fonction de son choix, on peut avoir différentes vies possibles, hein. Et il y avait ce choix-là où je me suis rappelé avoir fait le choix entre un stage chez Continental et un stage chez NXP. C'était en 2013. J'avais accepté mon stage chez Continental, et après j'ai eu l'offre chez NXP, et du coup je me suis rétracté. Ils étaient pas contents à Continental, et bon, j'ai C'est quand les même pneus, pris c'est le ça, courage. Continental? Pardon? C'est les pneus, c'est ça? C'est ça, c'est les pneus. Ils font aussi d'autres choses. Ils font aussi des cartes électroniques, hein. Mais oui, c'est ça, c'est eux, ouais. Et j'ai pris quand même le choix d'aller chez NXP, et il s'est trouvé qu'en fait, suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour travailler, qui était du coup l'opportunité pour moi de commencer l'ultra trail, et qui était pour moi vraiment l'opportunité de 6 ans de vie où ça m'a vraiment changé, je trouve. Donc rien que cette petite décision de changer de stage en 2013, en fait, un stage de 3 mois qui n'avait vraiment pas de signification, ben, ça a eu un grand impact à long terme. Voilà, un peu l'effet papillon où tout s'est enchaîné par la suite, et je suis satisfait d'être rentré dans l'ultra trail un peu de cette façon-là, quoi. Le DRH de Continental doit être fier de toi en tout cas. Quand il voit aujourd'hui là où tu en es, il doit se dire que tu as pris la bonne décision. Je sais pas, ouais. Une activité qui t'apaise, c'est la dernière question de ce questionnaire de Proust. Tu disais que tu étais hyperactif, est-ce que tu arrives à t'accorder des moments un peu d'oisiveté? Non, pas vraiment. Ouais, là, une activité qui m'apaise, je dirais à nouveau la randonnée, pour tomber un peu dans le cliché, mais après une belle journée de randonnée, je suis vraiment apaisé, voilà, avec mes proches à nouveau, avec Lucille, avec des copains. Franchement, ouais, c'est ça qui m'apaise le plus, ouais.
Merci beaucoup Aurélien. Je vais présenter maintenant la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. La Barclay, c'est un petit pavé, mais je pense que c'est intéressant. La course est tellement riche, il y a tellement de choses à dire. Donc je vais faire un petit monologue, mais n'hésite pas à abonder, compléter ou me contredire s'il faut. La Barclay, donc, elle pourrait sembler toute droit sortie des plus grands scénarios hollywoodiens. À ce titre, elle se rapproche pour certains plutôt d'un scénario de film d'horreur que d'une comédie romantique. Vous allez pouvoir juger par vous-même entre fascination et crainte. La Barclay, elle interroge quand même. Certains se posent des questions sur le sens de tout ça, mais elle fait aussi énormément rêver et puis elle fascine. Elle est organisée dans le parc de Frozen Head dans le Tennessee. Je crois que tu as une belle casquette. Nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais tu as une très belle casquette Frozen Exactement. Head. C'est le souvenir de là-bas, ouais. Avec la barrière jaune qui est très symbolique de cette Barclay. Donc cette course à travers les bois, elle est composée idéalement de 5 boucles qui totalisent une longueur approximative de 160 km et 18 000 mètres de dénivelé positif. Mais ça, c'est la théorie. Parce que la réalité des choses, c'est qu'elle peut atteindre plus franchement 200 km et plutôt 20 000 mètres de dénivelé positif au gré d'un parcours qui évolue selon les éditions ou des approximations d'orientation des coureurs, ce qui est tout à fait courant et logique. Pour en donner les grands principes, donc cette course à laquelle seulement 40 heureux élus ont le privilège de prendre le départ chaque année doit être complétée en moins de 60 heures en réalisant chacune des 5 boucles en moins de 12 heures, à moins d'opter pour la Fun Run qui est un format un peu plus court qui est constitué lui de 3 boucles à réaliser en moins de 40 heures, soit un peu moins de 13h20 d'ailleurs par boucle. Vous avez une carte géographique très basique qui est mise à dispo, je crois, la veille de la course, qui vous donne un parcours approximatif. Jusque-là, ça va. Très bien, c'est ça. Cette course, tout le monde le connaît et a probablement croisé sa barbe sur des photos. Elle a été imaginée par Gary Lazarus Lake Cantrell, alias Laz, qui s'est inspiré donc de la fuite d'un prisonnier avoisinant, qui était au pénitencier de Brushy Mountain, qui s'est évadé en 1977. C'était James Earl Ray, qui était l'assassin de Martin Luther King, et qui a réussi à parcourir seulement 13 km en 55 heures d'escapade. Donc ça vous donne une idée de sa moyenne horaire. Il a été repris par la police. Et Laz, il aurait trouvé ça quand même assez dérisoire comme distance. Il aurait prétendu pouvoir courir au moins 100 miles dans les mêmes conditions. Voilà. Je crois que Laz a été un très bon coureur. Il a encore récemment fait des traversées de centaines de kilomètres aux États-Unis, encore tout récemment. Donc voilà, depuis 86 et jusqu'à peu, seuls 15 coureurs avaient terminé les 5 boucles de cette course, soit moins de 2% des 800 coureurs qui avaient alors tenté l'exercice. Avant cette édition 2023, personne n'avait réussi à franchir la ligne d'arrivée depuis 2017. Donc c'était un peu la disette sur la ligne d'arrivée, ce qui donne évidemment une idée de la complexité de la course. Sur le parcours, vous devez trouver des livres qui sont placés sur le parcours, déchirer la page qui correspond à un numéro qui vous a assigné à chaque tour, donc un numéro différent à chaque tour qui atteste du fait que vous êtes bien passé par ces passages obligés. On oublie le GPS, les montres connectées, tout ça, ça n'existe pas. Vous avez la carte, vous avez la boussole et puis du bon sens et de l'observation. On peut imaginer que de nuit, ça se complexifie sacrément. Pas de balise, pas de ravitaillement, pas de station de premiers soins, pas de massage, tout ça, rien, ça n'existe pas. Vous êtes quand même dans des conditions extrêmement délicates. Et voilà, personne ne sait. Massage autorisé entre coureurs si jamais, mais bon, on n'a pas le temps de faire ça. Ouais, et voilà, et donc personne ne sait quand commence la course. Ça, c'est Laz qui décide. Il donne le signal dans une conque, qui est une coquille de mollusque qu'il utilise comme instrument avant. Et ensuite, le départ est donné dans l'heure qui suit, une heure après par Laz, au moment où il allume sa cigarette. La ligne de départ, elle est symbolisée par la barrière jaune que tu arbores donc sur ta casquette, qui est présente au milieu du parc. Il faut donc la toucher pour attester de la fin de son tour. L'abandon du coureur est lui joué à la trompette par une sonnerie aux morts. Voilà, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en entendre ou pas, si tu as des coureurs qui ont droppé au moment où toi tu passais. Eh non, du coup, je l'ai pas entendu cette année. Tout le monde avait déjà fini sa course lorsque j'ai fini. Et par contre, bon, j'ai entendu la mienne à la Chartreuse Terminorum l'an dernier. Ils ont repris le même concept, mais à la Barclay, j'en ai pas entendu encore. Très bien, et pour conclure donc sur cette présentation, il y a l'inscription à la Barclay qui est en soi une épreuve. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé pour toi, mais c'est pas très simple, il n'y a pas un site sur lequel tu vas t'inscrire. Mais voilà, tu vas raconter tout ça en détail. Et avant cette édition 2023, seul Mark Williams, qui était le premier finisseur en 95, Ted Kaiser, Jared Campbell, John Fejiverezi et Brett Mohn ont terminé la Barclay dès leur première tentative, qui te valait d'ailleurs le surnom de Virgin, hein, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Virgin, c'est ceux qui font la Barclay pour la première fois, et ensuite il y a les vétérans qui l'ont déjà fait dans le passé. C'est une nuance qui va être intéressante sur la stratégie, notamment dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et puis pour conclure, les mots de Laz qui expliquent, je pense, quand même toute la philosophie derrière ce projet-là. Je vais le citer mot pour mot, mais voilà, il dit que les coureurs ont l'habitude de suivre un tracé, de traverser des bois, mais ne voient jamais rien. Si vous enlevez la prochaine flèche ou la prochaine rubalise, ils sont perdus. Une bonne course est une expérience totale, pas juste se pointer, sortir de sa voiture, courir et rentrer chez soi. Une bonne course aide les coureurs à trouver quelque chose en eux-mêmes. C'est un défi, une incertitude, tout cela réuni. On peut dire que c'est ce que tu as ressenti, j'imagine, Aurélien, à l'issue de cette course.
Exactement. Laz est une personne très inspirante, très intelligente, que j'admire énormément et là, sur cette phrase-là, il a tout résumé. Alors là, jusqu'à maintenant, Aurélien, ça se passait très bien, on rigolait beaucoup, on a passé un bon moment, mais là, c'est le moment de la question qui pique. Tu connais le podcast Ah, puisque tu je connais, l'écoutes, ouais. ouais, donc ça va être un moment qui fâche un peu, mais voilà, l'idée c'est de se marrer et puis je suis sûr que tu vas être inspiré. Je vais te parler d'un couple thaïlandais, Ekachai et Laksana Tiranarat. Ils figurent au Guinness Book pour un record qui a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes, soit Ah, sensiblement le temps qu'a duré ta ouais, Barclay cette pas année à loin. 12 minutes près. Est-ce que tu aurais une idée de ce que pourrait être ce record détenu par ce couple? Ils se sont embrassés pendant ce temps-là? Fabuleux. Incroyable. Incroyable, incroyable, exactement. Ils se sont embrassés Ouais, donc c'est pendant long, ils sont endurants aussi. effectivement. Et donc ils ont battu le record de plusieurs heures puisque le précédent record était de 50 heures et 25 minutes. Ah ouais. Il y a un couple qui a abandonné arrêté en tout cas juste 2 minutes avant eux, donc qui était quand même pas loin du but. Ils ont été récompensés donc nos deux lauréats par un prix de 2500 €, 2 bagues en diamant. Ah Et oui. ils étaient déjà les anciens champions. Tu vois, en 2011 ils s'étaient déjà frotté à l'exercice, donc ils sont assez habitués de ces performances. Ils étaient 9 à avoir testé en tout cas ce record ce jour-là. Et donc, ils peuvent pas arrêter de s'embrasser. Ils n'ont pas le droit Waouh. d'aspirer un peu d'eau avec une paille. Ils peuvent pas aller aux toilettes. Enfin voilà, tout ça, c'est quand même assez contraignant. Voilà, la Barclay, c'est presque de la rigolade à côté, non, sans être mauvaise langue. Ouais, après pour des bagues en diamant, peut-être que je vais proposer à Lucille si elle veut faire 59 heures, je sais pas, mais Ça, on va ça voir. peut se tenter, ouais, ouais. Alors, il y en a aussi, ils Mais expliquent qu'il y en a certains qui sont sur des boîtes aussi, si les tailles sont pas les mêmes entre l'homme et la femme, etc. Enfin voilà, c'est quand même toute une organisation, hein, ah oui, OK, en effet, ouais. franchement. Allez, on va parler désormais de ta course épique. On est suspendu à tes lèvres pour la suite, j'en salive d'avance. On va revenir sur ton rapport plus personnel à la Barclay. Est-ce que tu peux nous dire quand elle est venue dans ta vie? Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois? Et puis qu'est-ce que ça a suscité comme toi, comme réaction un peu épidermique? Ça a été de la fascination, de l'étonnement, de la curiosité? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as tout de suite reçu et ressenti en découvrant ce format et ce projet-là? Ouais, donc après la randonnée que j'ai mentionnée déjà, Nankowi pour Grand Canyon, justement, vraiment 3 jours après, j'ai commencé à faire mes recherches sur internet, courses les plus difficiles au monde, et cetera, enfin ultra trail difficile, et cetera. J'ai mis un peu tous les mots-clés et sur tous les sites internet, je retrouvais à chaque fois cette Barclay et ça m'a rappelé des souvenirs aussi. J'avais vu un reportage en 2012 où il y avait Patrick Montel qui était allé sur les lieux, il avait montré cette course et en 2012, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est un truc de barge. Enfin, je comprends pas les gens qui font ça, pourquoi souffrir autant et ça me parlait pas du tout. Par contre, quand j'ai vu ça à ce moment-là, en 2017, je me suis dit, waouh, ça correspond exactement au final au défi que j'aimerais faire parce que oui, on sort de sa zone de confort et à tous les niveaux, orientation, physique, alimentation, etc. Et donc vraiment, ça a fait flash. J'ai regardé un peu l'histoire de la course, je me suis imprégné des rapports de course des coureurs et là, je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie soit d'échouer lamentablement et découvrir mes limites, soit pourquoi pas de rêver de réussir. Et à partir de ce jour-là, justement, mars 2017, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire, hein, j'aimerais pouvoir faire partie de l'aventure. Et à partir de là, voilà, analyser tout ce que ça impliquait, comment postuler, comment participer à la course, etc. Donc mon projet a démarré à ce moment-là. Et après, comme tu l'as dit, c'était une fascination, mais vraiment une obsession. Les 2, 3 premières années, une très grosse obsession où j'ai ma vie tournée autour de ça. En fait, tous mes projets sportifs tournaient autour de ça et ça depuis 6 ans. Après, j'ai réussi un peu à décrocher lorsque j'ai appris que rentrer dans la course n'était pas dépendant de moi-même, c'était dépendant de l'AS et j'avais pas forcément d'influence. Donc j'ai réussi à devenir moins obsédé par la course avec le temps et à me focaliser sur d'autres objectifs. Mais clairement, oui, c'était une fascination et une obsession pour la course dès le départ. Le processus d'inscription, donc c'est un chemin de croix, presque aussi compliqué que la course en elle-même. Je plaisante évidemment. Tu as été retoqué un certain nombre de fois, en tout cas pas retenu à plusieurs reprises. Est-ce que tu as été assez philosophe par rapport à ça et assez fataliste en disant qu'un jour viendrait? Est-ce que c'était à chaque fois une pilule pas très facile à avaler? Et tu disais que tu repartais pour un an d'attente. Ouais, c'était très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Quand j'ai fini le John Muir, je pense que j'avais peut-être un peu l'attitude d'enfant gâté ou un manque d'humilité où je me suis dit je mérite d'être pris lorsque j'ai fini mon John Muir parce que j'avais amélioré le record de Brett Mahoney d'une dizaine d'heures. Brett Mahoney qui est toujours d'ailleurs le recordman de la Barclay en 52 heures et qu'il a fini 2 fois. Et je me suis dit ça va être automatique presque. Alors que clairement, il fallait pas du tout penser comme ça. Et il y a tellement de personnes qui veulent faire cette Barclay que il faut attendre son tour, quoi, entre guillemets. Et je sais pas comment je l'ai tourné, mais peut-être là, elle a senti que c'était pas le bon moment pour moi, qu'il fallait que j'apprenne, que j'ai mes expériences, etc. Donc,
Ouais, une très très grosse frustration quand j'ai fini mon John Muir en 2018. Une autre supplémentaire lorsque j'ai fini le Baldy Marathon en Californie, qu'on n'a pas mentionné, mais c'est une version de la Barclay aussi similaire, mais en Californie, où il y a peu de personnes qui la font parce que c'est très peu connu, mais c'est un défi tout aussi compliqué. Et j'avais fini ça aussi, et je me suis dit, ça va suffire à force de cumul, et ça avait toujours pas suffi. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai pris du recul, je me suis dit, ça dépend pas de moi, il faut être patient, faut s'aguerrir, faut prendre du plaisir dans ces aventures. Donc j'ai continué, voilà, j'ai fait la traversée des Pyrénées, j'ai fait la Chartreuse, etc. Et là, j'ai réussi un peu à gagner un peu en sagesse, je dirais, où j'étais pas obsédé par ça, et je me suis dit, bah, il y en a d'autres qui méritent leur place aussi, et moi, je continuerai à postuler, et advienne que pourra, un jour, ça le fera, et voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta prépa, une prépa que tu as partiellement partagée avec Guillaume Calmette, qui était aussi avec toi sur la Ouais, ligne des partants. C'est ouais. quoi les éléments très spécifiques au-delà de ce que tu as pu mettre en place sur d'autres courses et défis d'envergure? Est-ce qu'il y a vraiment des choses très particulières intégrées? Et si oui, qu'est-ce que ça a été? Et puis voilà, combien de temps tu as consacré à toute cette phase préparatoire? Bah, comme tu l'as dit déjà, franchement, cette phase préparatoire, elle était unique pour moi. C'est la première fois que je fais une phase préparatoire avec quelqu'un, avec Guillaume en l'occurrence. Elle est passée presque toute seule. Donc après, oui, il y a mon quotidien forcément qui a été chamboulé, où forcément je devais passer du temps à m'entraîner. Mais les entraînements eux-mêmes, où je me rappelle dans le passé, en fait, vraiment, pas se forcer, mais presque des fois à se dire, allez, je fais 5000 mètres de dénivelé aujourd'hui, j'en fais 3000 demain. Seul, c'est pas forcément des plus faciles. Là, avec Guillaume, vraiment, on a passé 1 mois et demi, presque 2 mois ensemble, où je voyais pas les kilomètres défiler, le dénivelé, il venait tout seul. On s'entend super bien, et c'était des balades sportives plaisir, quoi. Et les kilomètres, ils venaient tout seuls, donc ça, c'était incroyable. Donc, on a rebondi un peu sur nos expériences passées tous les deux. Il sait comment s'entraîner lui de son côté, et moi, je sais comment je m'entraînais sur mes courses d'avant. Donc, on a un peu joint tout ça ensemble. On s'est focalisé un peu sur ça. On a fait une sortie de 24 heures, moins de dénivelé, mais 24 heures en continu, une fois. Et après, plein de sorties à la montagne, de dénivelé. Donc voilà, un peu un mélange de nos deux expériences, et le fait de s'amuser vraiment à partager ça, quoi. Tu nous l'as dit tout à l'heure, la course était devenue une obsession pour toi. J'avais eu le grand plaisir d'échanger avec Aurélien Delfos, qui a écrit Mm. un livre, Les Finisseurs, avec Alexis Berg, aux éditions Mons, sur lequel il dresse le portrait de ce qu'étaient les finisseurs à l'époque, avant que vous soyez des nouveaux finisseurs. En tout cas, c'est la photographie à l'instant T. Il disait que la Barclay doit devenir une obsession, et que c'était indispensable pour espérer y réussir. Est-ce que voilà, c'est ton sentiment aussi, le fait que ce soit une obsession, c'est une nécessité, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante? Ouais, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. C'est ce qui a fait que j'ai réussi à finir, je pense. C'est devenu moins une obsession dernièrement, en termes de nécessité, je dirais. Par contre, je pense, voilà, j'ai fait face à cette course avec un peu plus de sagesse et de raisonnement, où je me suis dit, voilà, t'es en train de vivre ton rêve, profite à fond, donne-toi les moyens à fond de pas avoir de regrets. Mais voilà, plus dans l'aspect profiter que nécessaire. J'ai vu sur la course certains qui avaient vraiment besoin de ce finish, et qui avaient vraiment besoin de finir pour ne pas y retourner. C'est fini, c'est fait, c'est une page de ma vie qui se tourne. Moi, c'était vraiment pas le cas. Moi, j'ai pas envie de rendre le défi facile. Ce ne l'est pas du tout facile, hein. C'est un sacré défi, mais j'ai vécu mon rêve éveillé pendant plusieurs boucles. J'ai vécu voilà, ce dont je rêvais depuis 6 ans. Donc, je me suis beaucoup amusé malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les efforts. Et à la fin, oui, j'ai lutté, mais je voyais le finish arriver. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir y retourner plus tard. Donc, j'en avais besoin, mais pas tant que ça. C'est juste, voilà, j'ai vécu mon rêve, et oui, obsédé. J'étais obsédé longtemps pour cette course pendant, voilà, plusieurs années. Et ça, clairement, je pense aussi que c'est nécessaire, ouais. Est-ce que le fait que ce soit une première fois aussi, ça a pu jouer dans le sens, tu avais évidemment en tête de finir, mais te dire que c'est malgré tout une première expérimentation, une première expérience, et donc voilà, c'était te mettre pas non plus en surpression, et que tu aurais peut-être l'occasion d'y retourner maintenant que tu avais eu la chance d'y venir une première fois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça a joué. L'autre chose qui a joué beaucoup, je trouve, c'est que je faisais pas partie des favoris. Je voyais au camp les discussions, et sur les réseaux, tout ça, que tout le monde parlait de est-ce qu'il va y avoir des finishers ou est-ce qu'il n'y en aura pas. Et s'il y a des finishers, qui ça sera? Ça sera soit John, soit Karel, soit voilà ceux qui ont déjà de l'expérience, des vétérans. Christophe Nonorg aussi, qui est une machine et qui s'est donné les moyens.
Mais moi, je faisais pas partie de ces gens-là. Enfin, je ressentais pas du tout. Je me sentais vraiment pas à ma place pendant un petit moment. Et c'est ce que je disais à ma compagne Lucie. Je l'avais appelée la veille de la course. J'ai dit, waouh, c'est intimidant, c'est compliqué. C'est pas la course contre les autres coureurs, c'est pas du tout ça. Mais le fait de savoir que ces coureurs-là, en fait, tout comme Guillaume, tout le monde se donne l'objectif 5 boucles et que les statistiques à la fin, elles vont dire, les 3 quarts, ils vont échouer. Et moi, dire que j'ai le même objectif, mais que je fais pas partie du cercle, c'est très compliqué. Je me dis, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je vais y arriver? Donc ça, c'est très intimidant. Et donc voilà, dans ce sens-là, c'était pas facile. Ouais. Tu l'as dit, il y a la préparation physique, mais il y avait tous les à côté, notamment la cartographie, etc. Et puis je pense investiguer aussi auprès des précédents finisseurs de la course, les finishers. Est-ce que malgré tout, tu te voyais des points communs avec eux? Alors, c'est compliqué d'imaginer qu'il y a un portrait robot du finisher. Est-ce que tu voyais malgré tout des choses sur lesquelles vous vous rencontriez et qui étaient aussi des sources de confiance pour toi sur ton potentiel à peut-être finir la course? Oui. Après, comme tu dis, ça reste intimidant quand même. Ça reste des finishers et moi, j'en suis pas un jusqu'à la semaine dernière et ils restent quand même dans une autre catégorie. Donc, c'est difficile de dire qu'on est pareil que ces gens-là. On se rend pas trop compte en fait. Par contre, oui, j'ai lu le livre d'Alexis Berg et d'Aurélien Delfosse et forcément, on voit qu'ils ont un aspect très analytique du sujet et moi, dans certains cas, je le suis justement dans ce cas-là et au travail. Donc ça, je m'y retrouvais. L'aspect obsessionnel aussi, que j'avais pendant plusieurs années, ça, clairement, je m'y retrouvais aussi. Mais après, se dire qu'on est comme eux, c'est trop compliqué avant de le faire parce qu'on se dit ils sont dans une autre dans une autre catégorie et voilà, c'est difficile de s'y voilà. Tu es arrivé sur place une dizaine de jours avant. Ça a été quoi ta première impression en arrivant à Frozen Head? Est-ce qu'on peut être surpris compte tenu, enfin quand on s'est autant documenté, qu'on a vu autant de choses, est-ce qu'il y a quand même un truc de voir et d'y être? Est-ce que ça donne quand même une lecture du lieu très différente et puis ça peut-être fait monter un peu en pression aussi? Pas monter en pression, mais c'est beaucoup d'émotions. On disait ça avec les coureurs d'ailleurs. À chaque fois qu'on rentre dans ce parc, on est témoin de toute l'histoire qu'il y a eu derrière. Il y a 35 ans de course à pied qui se sont passées avec des histoires incroyables, avec des gens qui ont halluciné, qui cherchaient leur chemin, qui ont vécu des émotions incroyables. Donc quand on rentre dans ce parc, on voit tout ça, je vois tout ça. Je me remets en 95 lorsque Mark Williams est arrivé à son finish et où il y avait que 2 personnes, il y avait que Laz et un ami à lui. Donc voilà, c'est incroyable de se dire toute l'histoire qu'il y a eu derrière ça. Et ouais, pas trop d'intimidation. Après, j'étais déjà venu dans le parc en 2018 où j'avais ramassé une coquille de noix qui m'a servi de porte-bonheur pendant tout le parcours. Donc j'avais vécu un peu j'avais vu à quoi ça ressemblait. Je m'étais fait une petite idée. Et puis après, je m'étais entraîné dans les Pyrénées en hors sentier pour me faire une idée du terrain et c'était assez proche au final, assez similaire. Donc pas de grosse surprise à ce niveau-là, mais voilà, c'est le fait de se baigner dans ce parc qui a une histoire incroyable qui fait que on a un peu les frissons quand on arrive. Ouais. La reconnaissance sur place, là, vous vous y êtes essayé, c'est pas forcément très évident, c'est ça? Non, c'est pas du tout évident, surtout que le hors-sentier, il est interdit. C'est un parc naturel. En fait, pareil, il y a une histoire avec la course où il y a 20 ans, ils ont failli arrêter la course. Le parc a dit que voilà, 40 coureurs qui font du hors-sentier et qui amènent en plus des gens passionnés de ce sport sur le parc, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, ils ont eu des soucis avec ça. Donc, depuis, le hors-sentier est interdit. Donc, on peut reconnaître que les parties avec sentier qui sont mineurs sur la Barclay. Ça correspond à 20% à peu près, je dirais. Donc le hors-sentier, on le regarde à gauche, à droite, on se dit voilà, à cet arbre avec cette boule, on tourne à gauche, ce rocher, on tourne à droite, etc. C'est que des larocos un peu minimalistes, mais voilà, on se met dans le bain et surtout avec Guillaume, on a fait de beaux kilomètres, hein. On a fait un beau volume la semaine avant, sans trop non plus piocher et s'épuiser avant la course. Donc voilà, c'était surtout un entraînement physique et se mettre un peu dans le bain sur les sentiers de la course. Au cœur de la Barclay et l'essence même de la Barclay, on l'a dit tout à l'heure, c'est Laz, le créateur de la course. Quelle idée, toi, tu te faisais de lui et puis quel homme t'as trouvé? Est-ce que tu as été surpris par un éventuel décalage entre l'image qu'il donne, l'image en le côtoyant ou l'approchant, il y a des choses qui t'ont étonné? Ouais, tout à fait. Donc bon, au tout début, en 2017, quand j'ai vu les reportages et tout ça, c'est vrai que je le voyais comme un gourou satanique qui veut faire souffrir les gens et qui veut faire en sorte que tout le monde échoue et que personne ne réussisse et voilà, et qui s'y plaît, qui se plaît dans ce personnage-là. Et non, à force de discussion, de lire les rapports de course, de lire comment les gens le décrivent Laz et comment voilà le rencontrer. J'ai rencontré 2 fois, je l'ai rencontré lors de la Barclay.
ben on découvre en fait que c'est juste une personne très intelligente, très bienveillante et tout l'inverse de ce qu'on pourrait croire via les médias, parce que il a créé quelque chose d'unique. La Barclay, oui, il y a 1% de finish, mais justement, c'est ce 1% qui cherche, c'est vraiment donner de l'émotion à ces personnes qui finissent et à tous les autres qui savent les moyens qu'on se donne pour finir justement, et c'est beaucoup d'émotions, et il est très bienveillant, et à chaque fois qu'il y a un finish, comme c'était le cas la semaine dernière, il est très ému, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit des mots incroyables qui vont me marquer à vie en fait, et je vois que ça l'a touché, tout comme ça a touché Laz quand John a fini, quand Karel a fini, c'est des émotions incroyables pour lui, je pense aussi, et donc voilà, le personnage clairement c'est pas un gourou et c'est quelqu'un de très bienveillant. Par contre, voilà, comme il dit, en fait, on n'a rien sans rien. Plus dur c'est, meilleure est la récompense. Et je pense que c'est un peu son motto, et c'est pour ça qu'on pourrait croire qu'il est satanique, mais pas du tout. On a bien vu que c'est un personnage et que c'est un tendre, ce Laz. On le sent, on voit c'est un bien. tendre, Tu je peux pas pense nous bien. la faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie un peu logistique, l'organisation, voilà, avec qui tu es venu? On a parlé de Guillaume, mais voilà, qu'est-ce que tu avais mis en place comme toute l'organisation hors course, les à côté? Donc je devais venir seul de base parce que Lucie ne pouvait pas venir, elle a repris ses études d'infirmière, donc c'était trop compliqué pour elle de venir, et mes parents pareil, mes parents voulaient venir, mais on a droit qu'à un seul assistant sur la course, ils veulent préserver la course, donc qu'il n'y ait pas trop de personnes, donc pareil, je leur ai dit à mes parents, à ma sœur, ne venez pas, ça sert à rien, je serais parti pour 10 heures, il y a rien à faire. Donc j'étais parti pour y aller seul. Il y a Alexandre Rico qui a pris contact avec moi, Alexandre Rico qui a fait la Barclay en 2022, qui vit à Toulouse aussi. Quand il a appris que j'allais la faire, il a pris contact avec moi pour me donner son soutien, partager son expérience, etc. Donc ça, c'était génial. Et après, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien venir à Frozened, pourquoi pas aussi te donner de l'assistance entre les boucles. Donc voilà, on a beaucoup discuté. Il est venu avec moi, il m'a aidé sur les boucles. Donc ça, c'était génial. J'étais plus seul, j'étais avec Alex. Le fait de partager cette Barclay avec lui, c'est un vrai passionné. Et le fait de bénéficier aussi de son aide sur les transitions. Donc ça, c'était génial. Et voilà, et comme tu l'as dit, le fil rouge que je mentionne tout le temps, c'est Guillaume, c'est mon pote, une personne qui m'inspire depuis 5 ans. Voilà, c'est une personne qui est très inspirante, qui est le pionnier de la Barclay niveau France. Il a fait la Fun Run il y a quelques années, et je me suis préparé avec lui. J'ai prévu de faire la reconnaissance avec lui au parc. J'avais prévu de faire la course avec lui. Mon scénario idéal, c'est de faire 4 boucles avec lui et qu'on finisse ensemble, qu'on soit les 2 premiers Français à faire ça, quoi. Donc voilà, il y avait Guillaume, il y avait Pauline, sa chérie aussi, sa compagne qui était là pour le soutenir. Donc on avait une belle petite équipe, hein. Donc c'était chouette. Cette Barclay, c'est une épreuve qui pourrait être perçue un peu comme individuelle, or la dimension collective, elle est centrale. Est-ce que voilà, s'unir, c'est aussi la seule chance d'imaginer avoir une possibilité de réussir? Et puis voilà, en disant ça, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ta stratégie de course, ce que toi tu avais en tête? Moi, j'avais vraiment deux objectifs cette année. C'était vraiment partager la course avec Guillaume et essayer de me donner les chances de finir. C'est là où d'ailleurs ça a été très compliqué pour moi lors de la deuxième boucle, parce que j'ai dû faire le choix, un choix très compliqué entre un des deux, quoi. Donc ouais, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, comme tu dis, en fait, voilà, c'est pas seul. Enfin, ça se fait. Voilà, c'est une petite famille en fait, c'est une communauté. Tous les finishers, quand on voit les rapports de course, il y a toujours une transmission. Il y a toujours, c'est toujours un binôme en fait. C'est toujours, enfin, pour la plupart des cas. Et c'est souvent voilà une association vétéran virgin qui fonctionne bien, ou alors vétéran, et ensuite ça finit ensemble ou séparément, mais voilà, il y a toujours une sorte de transmission et de partage qui se fait. Et moi j'aurais rêvé qu'on ait notre finish à deux, et voilà, et moi clairement je savais que avant qu'on fasse l'entraînement avec Guillaume, je savais que j'allais m'appuyer sur un vétéran qui est à peu près dans les mêmes allures que moi lors de la course, pour pouvoir voilà m'approprier le parc, apprendre le parcours et être sûr que je fais pas d'erreur en me lançant seul. Donc ça aurait été inconscient de partir seul. Donc ça, c'était depuis longtemps déjà pas prévu. Et par contre, oui, avec la prépa et tout l'historique qu'on a, voilà, avec Guillaume, on avait prévu de faire la course ensemble. Du coup, naturellement, lui qui connaît le parc par cœur, et moi qui suis un virgin, on aurait fait une association parfaite. Ce qu'on a fait d'ailleurs lors de la première boucle, c'était juste génial. On s'est bien amusé, on a fait abstraction du reste. On était dans le troisième groupe, hein. On était autour de la 15e place, je pense. On donnait vraiment pas d'importance à ça. On faisait notre truc et on a pris vraiment plaisir à partager ça jusqu'à ce qu'on commence, voilà, jusqu'à ce que chacun prenne son chemin.
Est-ce que tu peux nous parler, ça m'intéresserait de savoir en tout cas sur la partie nutrition, comment est-ce que ça se gère sur ce type d'épreuve? Est-ce qu'il y a des choses là aussi très particulières? C'était quoi sur une boucle type ta stratégie nutritionnelle, sachant qu'il n'y a pas d'aide sur chaque boucle, qu'il n'y a rien à faire avant chaque campement, en tout cas il n'y a pas de possibilité de se ravitailler en plus? Non, ben tout à fait. On est en autosuffisance, chacun se gère. Donc, bon, on avait calculé, il nous fallait à peu près 3000 kilocalories par boucle. Et après, en fonction de ça, il faut essayer de prendre les aliments les plus caloriques, entre guillemets, pour que ça pèse le moins dans le sac à dos. Donc, on a fait une petite combinaison de tout ça, en prenant aussi des aliments protéinés pour pouvoir améliorer la récupération. Moi, de mon côté, j'ai pris des cheeseburgers, par exemple. Guillaume aussi, on avait expérimenté ça. Guillaume a eu l'idée la semaine d'avant de prendre ça sur le parcours. On s'est entraîné avec et ça marchait super bien. On arrivait à les manger et comme je disais, c'est calorique, il y a des protéines, donc c'est juste parfait, quoi. Donc ça, et ensuite du fromage, des bonbons, des chocobons, des Ferrero Rocher, des Plein de trucs un petits peu plaisirs, plaisir. dis-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis fait plaisir. Ouais. En fait, je me voyais vraiment comme à Noël quand j'ouvrais les boîtes de Ferrero Rocher et où je m'arrêtais jamais. En fait, ces trucs, je pourrais en manger par centaines sans souci. Et du coup, je me suis dit, c'est la nourriture parfaite. C'est très calorique, il y a des protéines et si tu peux en manger non-stop, voilà, tu prends ça, quoi. Donc j'ai pris des choses comme ça et ça c'était voilà quand j'étais en autosuffisance sur la boucle. Et après, pendant les pauses, là, on mangeait un peu de tout. J'avais mis des fruits, justement, pour m'hydrater bien aussi. J'avais mis des cookies, j'avais mis ouais, voilà, plein de choses variées. Il y a une hégémonie américaine quand on parcourt la liste des finishers. En tout cas, elle était jusqu'à maintenant à une exception près. Est-ce que tu expliques ça de façon un peu mécanique et du fait qu'il y a une surpondération de coureurs américains sur la course, ou est-ce que peut y avoir des raisons spécifiques sur lesquelles, sur ce terrain-là, eux s'en sortent mieux? Je pense que c'est plutôt une raison historique. Jusqu'en 2012, la Barclay, ça restait quand même une petite communauté pas du tout médiatisée. Ça a été médiatisé via un reportage sur Netflix et ça reste la Barclay, c'est une course américaine, donc forcément il y avait beaucoup de locaux qui y participaient. Après l'aspect logistique aussi, je pense que beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas à faire la Barclay si on vit en Europe, etc. Bon, ça a évolué depuis avec la médiatisation, etc. Maintenant il y a plein d'Européens et de Japonais, enfin plein de nationalités qui veulent faire partie de la Barclay, donc ça commence à évoluer. C'est d'ailleurs pour ça que cette année, moi et Karel, on est les deuxième et troisième européens à la finir après Mark Williams. Mais je dirais ouais voilà plutôt un aspect historique, que c'est une course américaine qui était peu médiatisée et que maintenant bon ça a tendance à évoluer. Là il y avait Damien Hall qui a fini quatrième. Il est anglais, il aurait très bien pu finir. Donc maintenant je pense que ça s'arrête plus du tout à la nationalité. Est-ce que c'est indispensable de se dire qu'on va finir quand on est là sur le jour J et que le départ est sur le point d'être donné? Est-ce qu'il faut forcément être dans cet état d'esprit-là? Non, bizarrement, je l'étais pas. J'étais en train de me convaincre depuis plusieurs années qu'il faut l'être, hein, parce que sinon après au cas on trouve facilement le découragement, le fait de se dire bon, j'ai fait 3 boucles, j'en ai fait 4, c'est bon, je suis content, j'ai pas forcément besoin de finir en fait. Mais j'avais tellement ça ancré en moi, le plaisir de continuer, de ne jamais abandonner, mais vraiment de pas lâcher. Et comme je le disais un peu, Mike Horn avec le genou cassé, il continue, quoi. Donc voilà, je me suis jamais trop posé la question, mais j'ai pas vraiment senti cette obsession ou ce besoin de finir comme tu le dis. Par contre, c'était l'ordre naturel des choses. J'allais jamais abandonner. J'allais me donner les moyens d'aller à mon allure, d'être dans les barrières horaires qu'on s'était fixées, 9h30 sur la première boucle, 21h sur la deuxième, 32, 33 sur la troisième, etc. Et continuer à avancer un pas après l'autre. Et ne jamais me donner les moyens d'abandonner, entre guillemets. Et voilà, éventuellement du coup finir. Mais je voyais pas la finalité comme nécessaire, comme tu viens de le dire. C'était plus vraiment le cas, ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher sur cette Barclay qui est différent des autres défis déjà d'envergure que tu t'étais lancé précédemment? Est-ce qu'il y a une chose en plus? On a parlé de tout ce qui pouvait guider tes choix jusqu'à maintenant. C'est quoi le petit supplément d'âme qui fait que tu viens chercher quelque chose d'autre sur cette Barclay? C'est l'histoire de la course. On fait partie d'une communauté incroyable. Il y a eu des choses. Enfin, voilà. À nouveau, quand on lit les rapports de course et qu'on s'inspire des anciens finishers et des anciens non-finishers aussi, comme Gary Robbins ou d'autres, c'est juste incroyable de faire partie de cette communauté-là et on partage ce projet tous ensemble. Le GR10 par exemple, la traversée des Pyrénées, c'est à peu près le même concept, hein. On est en autosuffisance, il y a des montagnes, on gère sa logistique, etc. Donc ça s'y rapproche beaucoup, je trouve. Par contre, voilà, il y a l'aspect partage qui est différent. Il y a certains proches qui sont venus sur le parcours, des amis, la famille, qui ont vu dans quel état j'étais et qui étaient contents d'être là.
mais j'étais pas avec d'autres coureurs qui faisaient le même défi. Là, on partage tous notre passion, on a tous plus ou moins le même objectif, et ça nous tire vers le haut. Et c'est génial de se faire des souvenirs avec ces gens-là. Donc, c'est vraiment lier les deux, vraiment lier l'aspect autosuffisance et sortir de sa zone de confort dans un endroit qui est atypique et qui est chargé d'histoire, et faire ça ensemble avec d'autres personnes. On va remonter très peu le temps. On est le mardi 14 mars, tu t'en es pas rendu compte. Le départ approche. Il y a une incertitude sur le moment du départ. Comment ça se gère ça? Est-ce qu'il y a une espèce de pression un peu latente sur le campement parce que le départ peut être donné à peu près à n'importe quel moment? Et puis toi, plus particulièrement et individuellement, comment tu gères ce moment-là? Est-ce que tu es dans l'appréhension? Est-ce que tu es dans la sérénité, dans l'impatience? Ouais, c'est curieux. Il y a des discussions. On dit Laz va au lit, ça veut dire que du coup le départ il va pas être donné de suite. Ou alors Laz est encore là, il est au barbecue à 20h, c'est tard. S'il faut, il va faire la nuit entière et on va démarrer à 2h du matin. Donc ça spécule un peu. On sait pas trop comment il s'organise en fonction du départ. Donc on analyse un peu les faits et gestes et on essaie de faire au mieux. Mais clairement on n'a pas les réponses. Donc la seule réponse qu'on a, c'est juste d'aller au lit. En tout cas, me concernant, chacun a sa stratégie, mais pas, voilà, le plus tôt possible, entre guillemets, avant 21h. Et ensuite attendre, essayer de dormir du mieux que possible. Malgré tout, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui arrivent pas à courir et qui préféreraient partir à 1h du matin et on se lance dans le bain direct. Moi, je voulais vraiment essayer de dormir. Ce que j'ai réussi plus ou moins à faire, j'ai réussi quand même à dormir. Je me suis réveillé de temps en temps, souvent à regarder la montre et à me dire bon, c'est 3h du matin, ça veut dire qu'on sera pas parti entre minuit et 3h déjà, ça c'est fait. Et ensuite on attend, on se rend dehors, on se réveille, etc. Donc oui, c'est particulier. Après, voilà, moi j'ai réussi un peu à dormir et voilà, éventuellement, c'était quoi? C'était à 8h54 du matin, c'est là où j'ai entendu le clairon sonner. Ta plus grande source d'appréhension sur cette course, est-ce qu'il y a une chose qui t'intimide un peu plus sur ce qui t'attend? C'était vraiment les autres coureurs. Je me rendais compte, enfin, que je faisais pas partie de la liste, quoi. J'étais pas parmi les favoris et j'étais pas à ma place. Et je me suis dit, waouh, si ça part vite et que tu te rends compte vite qu'en fait, la première boucle, tu vas mettre 10h30, 11h à la faire et que ça va trop vite et que déjà tu perds pied dès le début et que tu vois qu'en fait, tu t'es donné tous ces moyens-là, mais que ça va juste pas le faire, ça va être très compliqué. Donc, au final, on s'est concentré sur nous-mêmes avec Guillaume. On a livre par livre, on a fini la boucle à moins de 9h au lieu de 9h30. Et là, déjà, direct, c'est un grand soulagement. Je me dis, c'est pas déconnant. On est dans les clous. Je sais maintenant, j'ai fait une boucle. Il faut la faire 4 fois à nouveau. Mais voilà, je l'ai vu. Je suis plus vraiment dans l'inconnu. Ça sera encore compliqué. Je vais faire des erreurs d'orientation, mais c'est pas C'était déconnant. rassurant finalement? Ce Ah ouais, premier ouais, tour, totalement. cette première boucle, elle a été rassurante? Totalement. Est-ce que c'est dur de relancer, en tout cas peut-être pas à ce moment-là parce qu'on est encore sur le début de course, mais de repartir sur une deuxième quand on sait ce qui nous attend, parce qu'il y a aussi le fait de savoir désormais de quelle voie tu vas te chauffer. Est-ce que c'est complexe ou toi là t'es dans un truc de je dévore ma course et puis c'est encore plutôt le début de course quand même, donc tu vas la fleur au fusil? Ouais, non, pas du tout. Dans la continuité, en fait, je suis reparti un peu avant Guillaume du ravito. J'ai dit, bon, je continue à manger là, sur le chemin là, tu me rattrapes. Voilà, donc on a recontinué tous les deux. Et on savait ce qui nous attendait, c'est-à-dire là, c'était une boucle en reverse, c'était en anti-horaire, comparé à la première qui était horaire. Donc c'était un nouveau défi. On attaquait tous les livres d'un point de vue différent, en fait, cette fois-ci. Donc là, on discutait avec Guillaume, on commençait à regarder les azimuts sur la boussole, on discutait voilà des marqueurs, d'un arbre penché sur le livre numéro 2, etc. Donc on était concentré sur ce qui nous arrivait, c'est-à-dire une nouvelle boucle en sens inverse. Et on avait l'objectif ancré. De toute façon, on savait qu'on était là pour faire 5. Donc la première, c'était pas une finalité en soi, c'était juste une introduction. Il y a eu aucune question qui s'est posée à la transition. C'était juste, allez, chouette, maintenant, attaquons la deuxième, qui est en sens inverse, et faisons de notre mieux. Et on a fait quelques erreurs d'ailleurs, et voilà, c'était juste, voilà, continuons, quoi. Cette deuxième boucle, elle a quand même aussi marqué un nouveau départ de course finalement. Elle a aussi, il y a un certain nombre de choses qui ont joué et évolué dans cette deuxième boucle. Ouais, c'était très compliqué. Bon, déjà, sur le départ de la deuxième boucle, j'ai découvert les erreurs de navigation, d'orientation, un peu par ma faute à chaque reprise, hein. À 2 reprises, j'étais un peu devant Guillaume et il m'a un peu suivi et on s'est un peu perdu à chaque fois. Livre numéro 2, on a passé un quart d'heure à jardiner un peu, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire faire des allers-retours sur 9 mètres carrés, quoi. À aller trop au sud, trop au nord, à se dire où est le bouquin. Et après, on a vu une frontale et c'était Nick, ancien finisher, qui était sur le livre. Donc voilà, on a perdu 15-20 minutes peut-être
Ensuite, une autre erreur à Stallion, où là, pareil, je me suis précipité à gauche. Guillaume me dit, je pense pas que ce soit là. J'ai dit, moi, ça me parle. Donc, on s'enfonce. On est dans une végétation très dense. Ça devient de plus en plus compliqué. Et là, Guillaume me dit, c'est pas bon, je sais plus du tout où je suis. Il faut faire demi-tour. Là, j'ai dit, ouais, si on continue dans ce sens-là, il y a la Jeep Road, là, on peut reprendre le parcours, là, on peut s'y retrouver. Donc là, un petit moment de stress, en fait, où, voilà, revenir sur le parcours, lorsqu'on sait pas trop où on est, c'est compliqué. Donc là, voilà, les premières erreurs d'orientation arrivent. Donc c'est une petite découverte, le fait d'essayer de gérer ça avec lucidité au maximum. Tu penses que la nuit, ça amplifie drastiquement la probabilité de se perdre? Parce que Ouais, la deuxième totalement. boucle, elle a été faite de nuit en partie. Ouais, totalement. Je pense bien. Ouais, ouais. Bon, après, on avait le temps clair quand même. On pouvait voir. S'il y a le brouillard, c'est encore pire, hein. Donc là, on n'a pas eu ça. Donc ça, c'était chouette. Mais clairement, avec la nuit, on a moins de visibilité. On voit moins les sommets à 200, 300 mètres. On voit juste autour de soi à 50, 100 mètres maximum. Donc forcément, ça aide moins. Ouais. La stratégie, elle a déjà commencé à être un peu évolutive aussi. Enfin, elle l'est par nature parce que tu jongles avec des imprévus constamment. Et donc, toi, tu as un peu fait le yo-yo entre rattraper des groupes, s'isoler. Ça a été ça un peu l'idée? Voilà, donc à partir de là, la moitié, 2 tiers de la deuxième boucle, là, on commençait à avoir une allure avec Guillaume qui était dangereuse sur les barrières horaires. Je commençais à calculer dans ma tête et je voyais qu'on était plutôt en 22 heures pour les deux boucles qu'en 21 heures. 22 heures qui nous auraient laissé voilà 2 heures de battement sur les barrières horaires de 24 si on ralentissait pas, si ça se passait bien, si on faisait pas d'erreur d'orientation. Ça commençait à m'inquiéter. Guillaume voyait que j'avais envie d'accélérer, que j'étais inquiet en fait. Il me disait par devant, vas-y, n'hésite pas à essayer de rattraper les autres. Et j'étais contrarié, c'était compliqué. Je voulais partager cette aventure avec lui en fait. Et comme je le disais, j'étais un peu dans un étau entre vouloir partager ces 4 boucles avec lui et prendre la décision de mettre une croix déjà dessus et prendre mon envol et me focaliser sur mon finish à moi. Donc c'était très compliqué. C'est ce que j'ai fait éventuellement à 2 tiers de la deuxième boucle où là j'ai dit à Guillaume, j'ai dit allez, je vais essayer de partir seul devant là pour essayer de rentrer dans les barrières horaires qu'on s'était fixées et voilà, je suis parti seul. J'ai fini cette deuxième boucle seul en faisant quelques erreurs, mais très très minimes. Je connaissais plutôt bien le début du parcours, du coup je l'avais assez enregistré. Et comme tu dis, ensuite c'est vraiment faire le yo-yo, voilà, avoir une tactique un peu. Est-ce que je me greffe à des groupes qui sont devant pour pouvoir bénéficier un peu de leur expérience et de leur orientation, ou alors est-ce que je m'écoute, est-ce que je vais à mon allure pour ne pas exploser, ne pas me cramer, et aussi pour me recentrer sur moi et me focaliser à 100% sur le parcours. Donc en fonction des boucles, j'ai fait des choix différents. La troisième où je me suis accompagné de Jared et Karel qui connaissaient le parcours, où je les ai laissés partir devant parce qu'à un moment donné ils allaient à des allures qui étaient trop vite pour moi. Donc voilà, j'ai alterné entre ces décisions-là. À quel moment est-ce que tu as appris que Guillaume avait abandonné et puis quel impact ça a eu sur toi? On le voit quand j'arrive lors de ma troisième boucle, je crois. Je savais pas qu'il était au camp déjà. Je discute là et là ils me le disent et là, je suis, un sentiment de culpabilité énorme. J'ai l'impression de l'avoir laissé quoi. Guillaume il est autonome, hein, c'est un grand garçon, il a pas besoin de moi et voilà. Mais je vois mon image en train de partir devant seul et ensuite en train de le voir quitter la course quoi. Enfin c'est tellement c'est poignant quoi, c'est frustrant parce que c'est vraiment mon pote et lui il a fait 3 fois la Barclay avant moi et il méritait d'autant plus de finir quoi. Donc C'est un clairement ça sentiment que m'a tu arrives à occulter assez rapidement, ouais. sans que pour autant tu oublies Guillaume, etc. Mais en tout cas, est-ce que tu arrives à te remettre quand même dans ta course rapidement? Voilà, malgré tout, voilà, au bout de 10-15 secondes, j'ai essayé de mettre les œillères, entre guillemets, de prendre sur moi et de me recentrer sur ma pause qui était critique aussi. J'étais en train de démarrer ma pause pour la quatrième nuit. Celle ou la seule d'ailleurs où je me suis allongé pour faire une sieste de 18 minutes, d'un peu moins de 20 minutes, hein. Donc voilà, là, les priorités étaient à la pause, à m'alimenter, à me changer, à dormir et à repartir. Donc c'était pas facile, hein, un mélange d'émotions. Voilà, le fait de savoir que que je repartais aussi dans le bain sur une quatrième boucle de nuit, avec ce que ça impliquait et la fatigue qui s'accumulait et voilà, tout ça, une pause particulière. Et en même temps sentir, j'imagine que Guillaume était à fond derrière toi pour souhaiter que tout ça se bien, Ouais, j'imagine. ça c'était touchant. Lui, Pauline et Alexandre qui étaient là pour moi à la pause. Du coup, là ils ont fait un trio à partir de là qui était juste génial. La barrière horaire, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est une menace qui se précise, ou en tout cas qui est encore présente à ce moment-là de la course.
Ouais, ça m'inquiétait. J'étais avec Jared Campbell, triple finisher, lors de la fin de la troisième boucle. Et j'ai demande, j'ai pas l'habitude de demander, mais il a tellement d'expérience en fait que tu t'en penses quoi pour 5 boucles là? Ça faisait 30 heures, 31 heures qu'on était sur le parcours et on allait finir en 33 heures la troisième. Il me dit très compliqué, il me dit very complicated. Je me dis ok, waouh, si toi tu dis ça, ça veut dire que pour moi c'est impossible. Donc là je me dis waouh, les barrières horaires elles commencent à se rapprocher, ça commence à devenir compliqué. Donc pas plus. Après je fais abstraction, hein, un pas après l'autre. Hein, c'est pas pour autant que j'ai ralenti et que j'ai quitté la course. Hein, j'ai pris les choses comme elles venaient. J'ai essayé d'accélérer sur la dernière descente. Hein. Jared lui se sentait moins bien, il avait mal au genou, donc je l'ai laissé et il a abandonné par la suite malheureusement. Et voilà, et après en arrivant sur la troisième, j'ai appris que Karel était parti sur la quatrième pas longtemps avant moi. Donc voilà, j'ai accéléré un petit peu, j'ai rejoint Karel et là je me suis dit allez, on va attaquer la quatrième nuit à deux. Donc voilà, déjà la barrière horaire n'était plus dans ma tête, mais forcément des fois quand on fait les calculs dans sa tête, ça peut être intimidant. C'est quoi tes clés mentales dans les moments de moins bien là, que tu as pu évoquer? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'accroches? Est-ce que tu penses au genou cassé de Mike Horn? À quoi tu t'accroches? Il y a des figures qui viennent, il y a des pensées positives, des phrases qui te portent. Tu débranches le cerveau. Comment tu gères ça? Il y a de tout. Je débranche beaucoup le cerveau en course. Par contre, je le débranche pas complètement. Je pense vraiment beaucoup à mes proches, à ma chérie Lucille qui, elle, n'a pas beaucoup dormi pendant les 60 heures. Elle a vécu un ultra à distance. Même si Apple, le suivi est compliqué, voilà, enfin, mes proches restent éveillés. Elle, je pensais à ma famille, à mes amis, à tout le monde qui me suivait. Et je savais que même si j'étais dans le parc où je voyais personne, les gens me voyaient malgré tout. Même s'ils me voyaient pas, j'avais ce regard quand même au-dessus de moi voilà, je me disais, ne lâche rien, quoi. Tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour tes proches, et ça, c'est trop cool. Et voilà, et comme tu le dis, je déconnecte aussi le cerveau, je me pose plus la question, en fait. Comme quand Jared, il m'a fait la remarque, j'étais dégoûté de voir que c'était très compliqué, mais je me dis, bah, c'est comme ça, de toute façon, on va continuer à avancer, et on va se donner les moyens, et voilà, quoi. Faut pas trop cogiter, quoi. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta quatrième boucle? Comment elle s'est passée? La quatrième, ouais, c'était une des plus intéressantes avec la transition qui va suivre aussi. Du coup, je rejoins Karel sur la quatrième. Il commence à faire nuit. Je me sens en forme. Je me sens dans la forme de ma vie. C'est incroyable. Je me sens d'envoyer. Et là, Karel, lui, commence à s'assoupir et il me dit, ça serait bien qu'on s'associe pour la nuit. J'ai dit, ok, mais il y a vraiment pas de souci. Au contraire, je suis chaud, mais on essaie d'envoyer. Donc, il prend ma roue entre guillemets. On avance. Et là, en fait, le fait d'être avec Karel, inconsciemment, je commence déjà à voir les soucis que ça allait impliquer. J'étais pas concentré à 100%. Je commence à me précipiter dans les pentes sans trop regarder où je vais. Donc là, déjà, checkmate, là, une des premières pentes de la Barclay. Je vais droit dans la pente. Je reconnais pas. Karel, je le vois plus haut. Il continue à chercher. Il me dit, je pense pas que ce soit là. Je lui dis, ouais, c'est pas grave. On prend là à 70 degrés et on va rejoindre la rivière et on perd du temps. On jardine un peu, on prend pas la bonne ligne en fait. Du coup là, déjà, première erreur d'orientation où oui, je me sens en forme, mais je perds en lucidité et heureusement, il y a Karel qui est là un peu pour me corriger. Donc déjà, ça commence comme ça, la quatrième boucle. On continue ensemble ensuite à collaborer. Là, on commence à avoir un moment de moins bien tous les deux. Moi, je me rappelle, là, je commence à marcher sur le sentier en suivant Karel dans ses pas. Je commence à tituber, je commence à avoir flou, je commence à avoir le sommeil qui arrive, je m'endors presque en train de marcher en fait. Et là, ça commence à être très compliqué, c'est à peine 23 heures, je pense, on est à un tiers de la nuit seulement. Et là, je me dis, waouh, j'espère que ça va pas s'empirer, sinon je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, je commence à m'alimenter, je prends un petit surplus de caféine là, j'ai des compléments en caféine là qui font que c'est comme si je prenais 5 cafés en même temps. Donc, je prends ça, je mange, je bois. Et au bout de 15-20 minutes, éventuellement, ça va mieux. Ça commence à s'éclaircir. Je vois le sentier à nouveau, c'est plus flou, je marche normalement. Donc ça, déjà, c'était top. Voilà, avec Karel, on a des soucis un peu d'énergie. Il me dit, à un moment donné, avec John, on a une technique, c'est de crier. Quand il nous manque de l'énergie, on commence à crier, on se dit des allées, des commandes, des trucs encourageants et on fait ça. Donc, si jamais si jamais tu m'entends crier, n'aie pas peur, quoi. Je dis, ok, je connaissais pas cette technique, mais c'est marrant, pourquoi pas, quoi. Du coup, à un moment donné, j'entends crier derrière. J'avais pas compris que c'était ça, quoi. Du coup, j'ai dit, tu me parles? Il me dit, non, t'inquiète, je commence à crier, là. Je commence à m'encourager, là. Du coup, voilà. Du coup, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, c'est une bonne technique. Du coup, on s'encourageait un petit peu avec Karel. Ça nous a réveillé un peu.
Mais voilà, et après on a continué à faire des erreurs d'orientation à cause de ce que j'ai dit en fait, à cause du fait que moi je me reposais un peu sur Karel inconsciemment et j'étais pas focus à 100% et je me précipitais dans les pentes. Et lui était aussi, il comptait sur moi, il comptait sur le fait que lui, il commençait à s'endormir et il avait vraiment sommeil, donc il y avait aucun de nous deux qui était focus et on faisait des erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire. Du coup, à un moment donné, c'était à peu près la mi-parcours. Là, j'ai décidé d'accélérer, de partir devant, seul, de me recentrer sur moi-même, sur une section surtout que je connaissais très bien, la section qui arrivait, et de faire, voilà, de bénéficier de ma fraîcheur et vraiment d'être sûr que j'étais seul pour vraiment faire attention à mon orientation. Tu boucles cette quatrième boucle, ça fait une répétition, mais Ouais. sans encombre, donc tu pars sur ce nouvel élan. Tu as des hallucinations un petit peu sur le parcours à ce moment-là? Donc voilà, je quitte Karel, j'ai quelques hallucinations, mais qui sont très légères cette fois-ci. En fait, il faut se mettre dans le contexte. Il y a personne, on entend le bruit de la forêt, des arbres, du vent, des feuilles qui crissent, le sol. En fait, on entend tout. Et à un moment donné, il y a juste le cerveau qui fait des mini-associations où on a l'impression qu'il y a des randonneurs qui sont à 100 mètres, 200 mètres, une voix inaudible en fait, qu'on croit apercevoir, où on se dit il y a des gens là-bas, alors que bon, c'est 2 heures du matin et forcément il y a personne en fait. Et moi, ce qui était marrant, c'est que ces voix, elles prenaient la voix de Guillaume, comme s'il y avait Guillaume à 100 mètres qui me disait Auré et tout ça, et qui me parlait. C'était un peu perturbant, mais c'est très inaudible. C'est des petites voix, c'est des petites associations qui sont très légères. Et donc j'avais eu ça. Et après, oui, éventuellement, j'ai rejoint le groupe de tête. Il y avait Damian, Hall et Albert Casas, qui lui faisait une sieste. Albert commençait à avoir des soucis de sommeil. Il dormait à côté d'un livre. Donc là, je les ai rejoints. Damian m'a rejoint pour une petite section jusqu'au livre, jusqu'à l'avant-dernier livre. Et ensuite, Damian a préparé des trucs dans son sac. Je suis parti tout seul. Il n'a pas réussi à rester avec moi. Donc là, j'ai continué la fin de boucle tout seul jusqu'à arriver au campement où là, du coup, je suis arrivé 5 ou 10 minutes après John, je crois, qui était le premier à être arrivé. Et où là, du coup, on a eu une transition intéressante parce que là, c'était la 5e boucle qui se jouait et le sens de la 5e boucle allait se décider dans les minutes à venir, quoi. Est-ce que tu peux te dire à ce moment-là que tu vas le faire? Est-ce que c'est possible de s'autoriser à croire ça ou faut surtout pas baisser la garde et présumer d'une éventuelle réussite? Ouais, c'est très dur. Ça me rappelle des émotions. En fait, c'est dur parce que on se rend compte à ce moment-là qu'on peut le faire, mais on doit s'empêcher de croire qu'on peut le faire parce que du coup, on est en train de vivre sa victoire trop en avance, entre guillemets. On sait qu'on peut le faire, mais si on commence trop à y penser et qu'on sort de sa course, en fait, c'est le début de la fin, quoi. Enfin, il faut rester dans sa course, en fait. Désolé, c'est compliqué d'en parler parce que du c'est coup, je très me remets dans le émouvant, bain. Ouais. Ouais, Du on coup, comprend. je me rappelle justement, voir mon rêve qui est en train de se réaliser et me dire, non, en fait, enfin, il faut se C'est trop forcer, tôt. ouais, voilà. Il faut se forcer à se dire, non, en fait, enfin, voilà, il faut rester concentré, se dire que oui, ça peut arriver, mais rester concentré malgré tout. Ouais. C'est hyper touchant, Aurélien, j'avoue, Ouais. ça prend aux tripes. C'est tellement chouette, et puis ça s'est tellement bien passé et tellement bien bouclé, puisque tu l'as faite, cette 5e boucle. T'es allé au bout de toi. Ouais, donc ce que je voulais dire, voilà, enfin, à la transition, du coup, c'était particulier parce que le premier qui retouche la barrière jaune pour repartir sur la 5e boucle décide de son sens, en fait. Je savais pas, John, ce qu'il allait choisir parce qu'il a fini déjà en 2017 avec le sens horaire. Et je me suis dit, s'il faut, cette année, il va choisir le sens anti-horaire pour avoir un finish complet. Et bon, il avait des raisons personnelles qui ont fait qu'il voulait aussi le sens horaire. Ça j'y demande en arrivant, il me dit, je vais choisir horaire. Du coup, là, c'est très compliqué parce que le sens anti-horaire est plus compliqué sur l'orientation. Pour trouver les livres, il faut vraiment tomber pile poil, alors que le sens horaire, on peut tomber juste sur une rivière, peu importe si c'est nord ou sud, et longer la rivière, pour faire simple. Donc en horaire, c'est moins compliqué pour l'orientation. Donc je savais qu'en fait, si je prenais anti-horaire, j'allais faire des erreurs d'orientation et je savais pas à quel point elles allaient me coûter et à quel point elles allaient me rendre en retard pour un finish officiel, quoi. Donc je me pose, j'accepte mon sort. Et là, dans l'oreillette, derrière, il y a Guillaume et l'équipe qui me disent Auré, si tu le sens pas, anti-horaire, tu te dépêches, tu repars en premier, tu choisis ton truc, tu pars en premier, tu choisis ton sens, quoi. Et j'ai dit, ça se fait pas, il veut son sens, il arrive premier, tout ça. Il me dit, enfin, peu importe, t'es là, c'est l'occasion à en rêver, quoi, il faut la saisir. Là, je commence à douter énormément, je me dis, il a raison, en fait, je le sens pas, anti-horaire, donc j'accélère ma transition et je dis, allez, Alex, dans 2 minutes, je suis parti.
Je commence à faire mes affaires, je mange, j'accélère. Et là, John le voit aussi. Du coup, il commence à accélérer aussi de son côté. Et il fait sa transition rapide. Et là, 30 secondes après, il se lève et il me montre qu'il est prêt à repartir, quoi. Et donc là, c'était terminé. Je savais que la transition était faite et que moi, j'allais repartir en anti-horaire. Donc, c'était une frustration. J'étais dégoûté. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait partie du truc et il y a rien à faire d'autre que de faire un pas après l'autre, de se relancer dans la boucle et de faire au mieux, quoi. Donc là, je suis reparti sur la 5e en anti-horaire, tout en sachant ce qui m'attendait, c'est-à-dire voilà, quelques erreurs d'orientation et une boucle supplémentaire à faire face. Est-ce que physiquement, tu es toujours sur cette ligne et cette constance que tu as affichée sur les tours précédents, une espèce de sérénité quand même physique malgré tout? Est-ce que tu arrives à tenir ça sur cette 5e boucle? Ouais, c'était incroyable. C'était des sensations incroyables. Je me sentais frais, bon, pas frais comme si j'avais rien fait. Faut essayer de se rendre compte du truc, hein, mais je voyais les images de personnes qui partaient sur une 5e boucle, en titubant un peu, avec des courbatures, avec les jambes lourdes, un peu comme quand j'ai vu John partir, hein, sur sa 5e boucle. J'ai vu que c'était difficile, hein. Et moi je me sentais courir, je voulais sprinter presque cette boucle en entier, quoi. Et j'avais une sensation d'adrénaline et de fraîcheur physique pour la distance que j'avais parcourue, vraiment incroyable, que j'avais jamais vécu sur d'autres courses. Voilà, le fait que je m'étais bien alimenté, bien hydraté, que j'avais fait les choses bien, et je pense vraiment à la bonne étoile, parce que là, c'était juste incroyable. Donc oui, j'avais une fraîcheur sur la 5e boucle qui a fait que je suis parti vraiment déterminé, et je l'ai vécu un peu, je l'ai vu un peu sur les images. J'ai regardé quelques images a posteriori, et je ressens vraiment à travers les images ce que j'ai vécu pendant la course aussi. Tu arrives au terme de cette 5e boucle, quand tu vois cette barrière au loin, est-ce que c'est possible de réaliser, de comprendre ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu as une approche très pragmatique ou trop de fatigue? Et est-ce que tu es dans une logique rationnelle? Est-ce que tu es dans l'émotion? Est-ce que tu es hors de ton corps et puis tu es un peu dans un truc qui te dépasse complètement et qui te submerge? Ouais, c'est particulier. C'était un mélange de plein de choses. Il y a aussi le livre 12 là qui était pas là, où j'arrivais à Laz avec une page à moins, qui fait que j'étais dans une ambiance un peu particulière. Je savais pas comment il allait le prendre en fait. J'étais vraiment jusqu'à la fin concentré, jusqu'au dernier virage. J'avais en tête l'histoire de Gary Robbins en 2017 qui s'est trompé au dernier virage. Je me suis dit je veux pas faire la même erreur. Du coup, vraiment, Et je qui a savais que le échoué à finish 6 allait secondes arriver. près? À 6 secondes près, ouais, exactement. Bon, il allait pas être officialisé dans tous les cas parce qu'il s'est trompé sur le parcours, mais en plus de ça, ouais, il finit à 6 secondes, et je voulais pas vivre la même histoire. Donc j'étais concentré jusqu'au dernier virage, et là, lorsque j'étais sur le sentier et que les bois sont silencieux, et que là, j'entends la foule crier tout d'un coup, qui voit ma frontale et qui voit que le finish est officiel. Là, oui, là, ça devient réel. Là, j'ai de l'émotion, je commence à pleurer. Je partage ça avec les gens, j'ai de la compassion avec mon pote Guillaume qui est là, avec tous ces gens-là qui sont là, et avec Laz qui me demande de compter les pages. Et du coup, j'étends les pages et j'ai dit j'en ai que 12, je suis désolé, j'en ai pas 13 parce qu'il manquait ce bouquin. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, et là, quand il me tend le livre et qu'il me dit t'inquiète pas, le randonneur nous l'a amené, on comprend que tu n'es pas la 13e page. Là, c'est un soulagement extraordinaire. Qu'est-ce que tu as lu dans son regard? Est-ce que finalement il est aussi heureux que toi? On a senti que derrière la façade, il y avait un cœur qui battait fort. Est-ce que voilà, il est aussi très heureux, très fier? Et toi, qu'est-ce que toi tu ressens? C'est de la satisfaction, c'est le devoir accompli, c'est réaliser déjà que tu as fait quelque chose de très grand. Par quoi tu te fais prendre à ce moment-là? Ouais, ouais, après, bon, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je pourrais pas dire qu'il est fier ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment il était ému, et oui, il était content d'être là, et content de nous donner ce défi et de voir à quel point on se dépasse pour se donner cette finalité-là. Donc je pense que oui, il était fier de cette course, de comment ça s'est passé. On a échangé quelques mots avec lui à l'arrivée. Et c'était des bons mots. Moi, je l'ai remercié chaleureusement voilà, il a contribué à ces 6 ans de vie derrière moi, où je pense être devenu une meilleure personne, je pense m'être amélioré, et je pense que ça m'a beaucoup impacté dans mon quotidien aussi. Et ça m'a apporté un peu de sagesse, je pense, le fait de faire de l'ultra trail, et je serai à jamais reconnaissant à Laz d'avoir eu cet impact dans ma vie. Et lui, voilà, il m'a dit des mots très touchants. Que voilà, donc clairement ça m'a touché. Oui, je pense que il a vécu aussi des émotions, et moi ce que j'en ressors, c'est que je me sens énormément privilégié d'avoir fini cette course-là en tant que première participation,
et je vois les efforts que les autres font. Tout le monde le cherche, ce finish, tout le monde le veut. Et moi, j'ai eu toutes les étoiles qui se sont alignées sur ma première participation, une préparation de dingue, une météo parfaite, une forme de feu. Donc voilà, un sentiment de privilège surtout. Ouais. Est-ce que c'est satisfaisant aussi de se dire que vous avez été plusieurs à réussir, puisque toi, tu as bouclé la Barclay en 58 heures et 23 minutes, mais il y a John qui est arrivé un peu après, et Karel aussi, avec qui tu as parcouru fait une partie du chemin à ses côtés. Est-ce que c'est chouette est-ce que t'as pris plaisir aussi à suivre leurs courses, à les accueillir et voir que eux aussi étaient passés à travers et avaient réussi ce grand accomplissement? C'est ça qui est marrant. En fait, j'ai calculé ça à peine cette semaine. Bon, on m'a dit à la gate là, à la barrière jaune quand je suis arrivé que j'étais premier. Je savais pas que John n'était pas arrivé. Et en fait, être premier, je trouve que ça n'a pas forcément une signification particulière. Sauf que oui, forcément, ça fait plaisir de se dire que je suis arrivé avant John, qui lui est une personne que j'admire énormément. Ça me fait dire que je fais un peu partie de sa catégorie. Qu'en tout cas je suis pas loin et que voilà, c'est quand même plaisant de se dire que voilà, qu'on fait ça, mais au final la chose la plus intéressante que je me suis dit cette semaine, c'est que j'ai pu assister à leur finish. Le fait d'arriver avant, si j'étais arrivé après, j'aurais pas vu John ou Karel finir, et en fait le fait de voir John finir comme il a fini, comme si c'était sa première fois, avec toute l'émotion que ça impliquait, sa femme, ses enfants, tous les gens qui l'ont applaudi, et voir ensuite Karel finir à 7 minutes de la barrière horaire, être là, c'était un privilège incroyable. Du coup, à refaire, ben oui, clairement, du coup, je suis content d'être arrivé premier parce que du coup, ça m'a donné l'opportunité d'être le témoin de leur finish. Sinon, je l'aurais pas vu et j'aurais manqué quelque chose, je pense. Dans le même registre, est-ce que le fait d'être le premier Français à finir la Barclay, est-ce que c'est anecdotique, entre guillemets, ou est-ce que ça a quand même une petite saveur pour toi? Ça, c'est pareil. En vrai, c'est anecdotique parce que si on m'avait dit avant la course, est-ce que le but c'est d'être le premier Français? Et c'est ce qu'on disait, clairement, le but, c'était vraiment qu'on soit les deux premiers Français avec Guillaume, au-delà du premier, du second, enfin, on s'en foutait, quoi. Enfin, je trouve que c'est cool qu'on en discute, qu'on partage, que je sois le premier Français, et que peut-être ça inspire d'autres personnes à vouloir faire cette course et à se donner les moyens. Que moi, je sois le premier Français au-delà de quelqu'un d'autre. Guillaume méritait tout aussi bien d'être le premier Français et d'autres avant moi. Donc, j'ai pas forcément envie de mettre mon nom en évidence par rapport aux autres, quoi. Mais par contre, oui, maintenant c'est fait et je trouve que c'est bien d'établir la marque. Hein. Je trouve que c'est bien voilà, que maintenant il y ait ça de fait et donc c'est cool. Mais voilà, plutôt dans cet aspect-là, quoi. C'est impossible. Alors évidemment, tout le monde a beaucoup de mérite et tous les participants et plus particulièrement les finishers, mais on ne peut pas ne pas citer Jasmine Paris qui est Ouais, entrée aussi dans l'histoire de cette Barclay en se rapprochant incroyable ce qu'elle a du fait. 5e tour. On est beaucoup à penser qu'un jour, une femme arrivera à boucler la Barclay. Voilà, c'est quoi les raisons d'y croire? Et puis, est-ce que selon toi, est-ce que c'est Jasmine qui a le profil aujourd'hui, voilà, qui a le plus de chances en tout cas le mieux armé pour imaginer un jour boucler la Barclay? Ouais, Jasmine, je la connais pas très bien, mais c'est une baroudeuse, elle a peur de rien, ça se voit. Je l'ai vu au départ de la course, elle avait le regard injecté, elle a peur de rien, rien ne la déstabilise. Après, je la connais pas très bien, donc je pourrais pas dire, mais elle a prouvé par ses performances sur la Spine Race, sur la Barclay, qu'elle est pas loin, que ça se joue à pas grand-chose, que non, une femme peut finir et c'est juste de la patience qu'il faut et ça viendra un jour. Ouais. Est-ce que c'est une course qui a été à la hauteur de ce que tu imaginais trouver? Parce que quand on a beaucoup d'attentes, il y a forcément le risque de peut-être de déception peut être plus présent ou plus fort. Est-ce que voilà, le mythe Barclay, tu l'as trouvé et que c'était encore bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer malgré le fait que tu te sois hyper documenté et que tu maîtrises très bien le sujet? Est-ce que c'est encore plus fort et plus intense? J'imagine que oui, au vu du contexte, que ce que tu te faisais comme idée de cette Barclay. Ça, c'était assez proche au final. Je savais que c'était un trop plein d'émotions la Barclay, que c'était des émotions incroyables, du partage avec les gens, que le défi était tel qu'il était, qu'on allait se perdre, qu'on allait être en forêt, du hors-sentier, etc. C'était très proche de l'image que j'en avais. Et forcément, ben après, le fait de le vivre, c'est juste incroyable. Le fait de mettre des images réelles sur les images pas réelles que j'avais dans ma tête depuis 6 ans, c'était ça qui était incroyable. Après, l'image que j'en avais, elle était assez proche. Les gens super bienveillants, le défi présent, c'est très compliqué, et les émotions incroyables. Aurélien, est-ce qu'on peut dire que tu as pris du plaisir sur cette Barclay? Ouais, je me suis bon, à nouveau, je veux pas minimiser le défi, hein, mais je me suis beaucoup amusé. On a partagé ça avec Guillaume au début. Ensuite, je me suis senti bien le reste de la course, à faire des yo-yo avec les autres coureurs, à chercher des livres,
à trouver les livres. Lorsqu'on trouve les livres, forcément, on est content. Donc clairement, oui, j'ai pris du plaisir. Après, ça reste du sport. Forcément, on fait des efforts physiques et on pousse un peu la machine. Mais clairement, je me suis amusé. Ouais. Pour avoir vu les vidéos, le retour en France a été très festif, très chaleureux, là aussi très émouvant. Est-ce que c'était possible pour toi d'aussi loin de mesurer l'enthousiasme que suscitait ta participation et ta réussite sur la Barclay, ou est-ce que c'est insoupçonnable et impossible à mesurer tant qu'on n'est pas au contact du réel et revenu en France pour se prendre tout ça en pleine figure et dans le cœur surtout aussi? Ouais, non, c'était incroyable. Je pensais pas que ça allait être autant suivi et que ça allait que les gens allaient être autant enthousiastes par rapport à ce projet. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait Lucille qui avait préparé justement mon arrivée à l'aéroport. Elle avait appelé tous mes proches, toute ma famille, etc. Donc c'était incroyable. Lorsque je suis arrivé, il y avait presque tout le monde et je m'attendais pas. C'était une surprise en fait. Donc ça, c'était génial. Donc non, beaucoup d'émotions et voilà, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai allumé le téléphone aussi aux États-Unis, que j'ai vu toutes les réactions, c'était génial. Tu as d'ores et déjà annoncé vouloir revenir sur la Barclay. Ce serait quoi pour toi le scénario idéal pour la prochaine? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Je vais pas mettre la pression et je le laisserai parler pour lui-même, hein, mais j'aimerais être le témoin du finish de Guillaume, mais ça, je sais pas s'il veut y retourner, s'il y retournera, donc l'aspect partage, voilà, ça. D'un point de vue personnel, vivre une course comme je l'ai vécu cette année, pourquoi pas un autre finish, mais surtout vivre voilà une belle aventure sans pression, tout en sachant que c'est pas acquis en fait. Enfin, c'est pas parce que j'ai fini cette année que je vais finir tous les ans maintenant. Donc, on va découvrir quels seront les défis de l'année prochaine si j'y suis. Je suis pas encore sûr de postuler à 100%, mais je sais que j'aimerais bien y retourner. Pourquoi pas dès l'an prochain, ça a encore à définir. Donc voilà, un peu tout ça. C'est quoi l'image ou le moment que tu gardes? S'il y avait un instant de tout ça qui cristalliserait toutes ces émotions, tout cet engagement physique, émotionnel, là, quand je t'en parle, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? C'est la photo qu'on a avec Guillaume à la fin, quand je le vois ému comme il est, et moi aussi en pleurs avec ma main je me cache pudiquement un peu de mes émotions. C'est tout moi, c'est tout la Barclay en fait. C'est le partage, c'est le binôme, c'est le finish. Il y a tout dans cette photo de Alexis et c'est un souvenir incroyable. On va parler un tout petit peu d'avenir maintenant. Tu nous l'as dit là, il est relativement incertain pour le moment. On a envie de quoi là après une Barclay? Est-ce qu'on est déjà dans la réflexion d'un prochain projet ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de trouver quelque chose qui a de la saveur et sur lequel on a envie de se lancer aussi près, aussitôt après avoir fini un tel défi? Ouais, donc oui, je m'étais fixé cette année de faire 2 courses, la Barclay et la seconde qui était la Chartreuse Terminorum, qui est une version française de la Barclay qui existe depuis 6 ans. Et personne n'a fini cette course, on se demande si elle est faisable ou pas. Donc c'est ça qui est curieux et intéressant. On se demande justement si c'est raisonnable ou si c'est au-delà des limites. Donc j'aimerais bien me tester à nouveau sur cette course. C'est une course où j'ai échoué l'an dernier, en juin prochain. Donc on va préparer ça tranquillement. Mais au-delà de ça, j'aimerais surtout revenir à mon quotidien. Faire des week-ends plaisir. Là ce soir, on part à Barcelone avec Lucille pour 2 jours détente et on va faire ça les week-ends prochains aussi. On va choisir des week-ends un peu plus détente et pas faire que de l'ultra trail non plus, parce que même si c'est une passion, ça reste quand même un engagement sur certaines périodes. Donc alterner tout ça et comme je te disais, un petit défi en juin et le reste du temps, plaisir. Je te propose, Aurélien, de conclure cet épisode avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nous tous? J'ai pas forcément de devise. Par contre, voilà, c'est de rien lâcher. Enfin, moi j'aime bien me donner des objectifs ambitieux en fait et j'aime bien l'image du phénix en fait où vraiment à chaque fois je me brûle les ailes, je deviens cendre en fait et malgré tout ça m'arrête pas et je me dis c'est cool de se mettre des beaux projets et essayer de renaître un peu de ces cendres justement. Et en plus Phoenix c'est la ville où j'ai vécu 4 ans, donc je trouve que le mot phénix et l'animal phénix est une partie intégrante de ma vie. Donc voilà, j'aime bien l'image du phénix en fait, au-delà d'un moto, au-delà de ça, me dire que voilà, il faut renaître un peu de ses cendres, ne pas avoir peur de se brûler ses ailes et aller de l'avant quoi. Merci beaucoup Aurélien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, ça fait 1h30 qu'on parle ensemble, j'ai l'impression que ça a été un claquement de doigts. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce qui est à n'en pas douter un exploit sportif absolument retentissant, on peut l'affirmer sans aucune contestation possible. Tu as écrit une des plus belles pages de notre sport, sans mauvais jeu de mots avec les pages de l'AS.
Et puis, comme le diraient les célèbres supporters d'un club de foot du côté de la Canebière, tu es et resteras à jamais le premier, même si on l'a compris, c'est pas le cœur de ton sujet, mais la réalité, puisque l'histoire retiendra, c'est que tu seras à jamais le premier. Merci beaucoup pour la générosité de tes propos et puis l'émotion qu'on sent encore hyper palpable et que moi j'ai ressenti aussi beaucoup à t'écouter. Donc merci de nous avoir fait vivre si intensément cette course. On a vraiment vibré là à te suivre à distance, même si c'est un exercice quand même de suivre la Barclay, c'est pas hyper simple, mais on est très nombreux à avoir passé pas mal de jours et de nuits à rafraîchir nos comptes Twitter, nos pages Facebook, etc. pour suivre ce qui se passait du côté de Frozen Aid. Donc on en a pris un petit coup en termes de productivité au boulot, mais c'était pour la bonne cause et sache qu'on a poussé derrière toi et puis derrière aussi tous les concurrents qui étaient en course. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de plaisir surtout dans tes aventures qui arrivent. On sait qu'elles seront nombreuses et puis on va les suivre avec évidemment beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Guillaume, c'était un vrai honneur de pouvoir discuter avec toi, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi, tu sais comment traiter les sujets avec profondeur et avec la clarté que tu as et c'est un plaisir d'écouter tes podcasts et donc vraiment merci, c'est un vrai honneur de pouvoir discuter avec toi de ce sujet-là. Merci, ça me touche vraiment énormément, ça me fait très plaisir. À bientôt Aurélien. À bientôt Guillaume, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.